Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2026, pleine de courage, de résistance et de joie. Je suis très heureux et très honoré d'ouvrir ce cycle de conférences de la Fondation Temisia Gioia. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle entreprise. Et je suis très heureux aussi de voir un public aussi nombreux ce soir pour entendre parler de l'opération Q et de cette guerre de l'ombre contre le mondialisme. Alors, ce qui est très intéressant avec l'opération Q, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2020-2021. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'était le discours contradictoire à ce sujet. C'est-à-dire que d'un côté, si on entendait les fact-checkers type Tristan Mendès France en France, on parlait de Q comme une théorie complotiste trumpiste d'extrême droite. Donc c'était absolument négatif. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, il y avait comment je pourrais dire, j'ai commencé à parler de ça à des gens, et les gens m'ont dit « mais non, ne t'intéresse pas à ça, c'est quelque chose pour endormir la résistance, c'est pas un sujet sérieux ». Et donc quand vous avez deux sources différentes qui vous disent des choses absolument contradictoires sur un sujet, c'est certainement qu'il y a quelque chose d'important à creuser sur celui-ci. Et donc ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est qu'en fait, l'opération Q est probablement la plus grande opération de réinformation de l'histoire. Et ce que je vais essayer aussi de vous montrer ce soir, c'est pourquoi une opération qui a commencé en octobre 2017, essentiellement à destination du public américain, eh bien, a une importance fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en 2026, et pourquoi elle nous concerne, aussi bien en tant que Suisses et en tant que Français. Alors déjà, pour commencer, ce sera la première partie de cette conférence, on ne peut pas comprendre en fait ce qu'est l'opération Q si on ne comprend pas ce qu'elle vise, ce qu'elle cherche quel effet elle cherche à obtenir. Et l'effet qu'elle cherche à obtenir, c'est déjà d'ouvrir un nouveau front dans ce qui est une véritable guerre. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une guerre, pas la guerre qui a été annoncée par Emmanuel Macron sur les plateaux de télévision à avril 2020, une véritable guerre qui vise le peuple, les peuples du monde, avec cette volonté, ça a été rappelé il y a quelques instants, de détruire nos libertés fondamentales. Et donc, l'opération Q vient ouvrir un front dans la guerre de l'information contre le mondialisme. Alors, je voudrais quand même rappeler en quelques mots quel est le projet mondialiste pour comprendre justement à quoi l'opération Q s'oppose. Le projet mondialiste, si je dois en résumer les principaux piliers, c'est un projet de gouvernance mondiale. C'est-à-dire de détruire les États-nations et de détruire les souverainetés, d'avoir ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Ensuite, ce projet, c'est un projet de faire table rase des peuples, des cultures et des identités traditionnelles. Il y a cette idée qu'il faut détruire tout ce qui est en fait nos racines, nos cultures, notre identité, et de repartir. Vous savez, il y a une citation d'Emmanuel Macron qui illustre parfaitement ce projet. Il le dit d'ailleurs lui-même, c'est difficile de reconstruire quelque chose tant que tout n'a pas été détruit. C'est ça le projet mondialiste. Et donc ensuite, vous avez d'autres choses qui viennent se greffer là-dessus. Vous avez un projet de destruction de la propriété privée. C'est la fameuse phrase que vous connaissez certainement de Klaus Schwab et du Forum économique de Davos. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. À cela vient s'ajouter un projet de dépopulation, de limiter le nombre de personnes présentes sur Terre, qui vient se greffer à un projet transhumaniste, c'est-à-dire une humanité augmentée, une humanité qui va être pucée et qui va être en fait une humanité hybride, fusion de l'homme et de la machine. Et ça va tout à fait avec le projet de dépopulation, puisque vous avez notamment quelqu'un qui est très connu en France, qui s'appelle Monsieur Laurent Alexandre, qui disait dans une conférence, les gens qui refusent ce projet transhumaniste, qui vont refuser d'être augmentés, ils vont devenir inutiles. Qu'est-ce qu'on fera de tous les inutiles? Donc vous voyez là comment le projet de dépopulation s'articule avec le projet transhumaniste. Et puis enfin, pour terminer ce survol très rapide de ce projet mondialiste, c'est un projet qui vise à normaliser toutes les perversions et les déviances, notamment la pédocriminalité, notamment la pédophilie, avec une attaque contre les enfants et contre l'innocence des enfants. Voilà, donc là, en quelques minutes, je viens vous brosser
en gros, l'idéologie qui est derrière le projet mondialiste. J'aurais pu rajouter d'autres choses, destruction, par exemple, de l'activité indépendante, destruction du cash, surveillance généralisée, mais ce n'est pas une conférence sur le mondialisme, donc je m'arrête là. Et alors, quand je dis ça, il y a peut-être dans cette assemblée des sceptiques qui diront peut-être, mais attendez, Monsieur Berton, tout ça, il n'y a pas de projet, c'est juste des intérêts convergents. Il n'y a pas un groupe de gens qui a décidé de mettre ce projet en place. Et donc, j'ai trouvé une citation qui, justement, prouve le contraire. C'est une citation, donc j'ai trouvé la source exacte, elle est dans le volume 4 de mes essais, de James Warburg, membre de la puissante dynastie financière des Warburg, qui disait ceci en 1950 au Congrès américain. Donc on a toutes les comptes rendus des débats, donc il a prononcé cette phrase en se sachant écouter et noter. Il a dit en 1950, « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la conquête. » Et donc j'aime beaucoup cette citation parce que vous avez en une phrase les deux mamelles, enfin vous avez toute l'idéologie mondialiste, la gouvernance mondiale, et vous avez les deux mamelles, les deux piliers sur lesquels l'oligarchie mondialiste va s'appuyer pour faire advenir ce projet. Le consentement, qu'est-ce que c'est? C'est vous faire accepter, vous faire adhérer au projet mondialiste, je dirais sans que vous en ayez vous-même conscience. Et ça on va utiliser une technologie et une science qui s'appelle la science de l'ingénierie sociale. Cette science de l'ingénierie sociale, on l'a vu à plein avec le Covid, où les gens ont accepté des restrictions des libertés fondamentales et même ont couru pour se faire injecter une thérapie génique expérimentale dont les effets secondaires n'étaient pas connus, en pensant se sauver eux-mêmes et éventuellement sauver leurs proches. Il y a quelques instants, il a été évoqué la question de la dermatose nodulaire, c'est la même chose. On est en train de convaincre l'opinion publique qu'il y a une maladie extrêmement dangereuse et donc pour ça, il faut vacciner les cheptels et si c'est pas suffisant, il faut les abattre de manière massive. Donc ça, c'est l'ingénierie sociale, c'est le volet consentement. Je ne vais pas détailler parce que là encore, ce n'est pas une conférence sur l'ingénierie sociale. Vous aurez quelqu'un notamment en France qui est Lucien Cerise qui en parle d'ailleurs bien mieux que moi. Il y a aussi tout ce qui passe par la pop culture, par les médias, par le divertissement. En fait, le but, c'est de pirater votre cerveau et de vous faire adhérer aux objectifs du mondialisme à votre insu. Donc c'est vraiment ça, Lucien Cerise définit l'ingénierie sociale comme la science de modification furtive des comportements. Il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Pelletier qui a trouvé un terme que je trouve très intéressant. Il parle de totalitarisme participatif. C'est-à-dire que et le Covid, c'était exactement ça. On a vu un totalitarisme participatif avec même des gens qui se font auxiliaires de la police et de l'État pour traquer ceux qui portaient pas le masque, ceux qui se faisaient pas vacciner, etc. Donc ça, c'est la partie consentement. On va vous faire adhérer au projet et vous allez même le défendre sans en avoir conscience. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on va avoir ça c'est la carotte, vous allez avoir le bâton. Le bâton, ça va être la conquête. C'est comment on va faire rentrer dans le rang les récalcitrants. Alors ça peut être les individus, on voit par exemple dans les questions avec les agriculteurs, là on envoie les quarts de CRS pour mettre au pas les paysans et abattre les troupeaux, mais ça peut aller jusqu'à la guerre, avec notamment cette fâcheuse manie qu'a l'armée américaine et l'OTAN d'aller bombarder les pays qui menacent le dollar ou qui menacent l'hégémonie américaine, et ça peut aller jusqu'à l'assassinat. On pense au président Kennedy, on pense, peut-être souvenez-vous, en 2024, le Premier ministre slovaque, M. Robert Fico, qui a échappé à une tentative d'assassinat parce que justement il s'opposait à certaines choses sur l'Ukraine ou même tout ce qui touche, je crois, au vaccin ARN. Donc ça peut aller très très loin. Donc vous avez le consentement et la conquête, la carotte et le bâton. Et donc, je ne vais pas développer plus loin parce que ce n'est pas une conférence sur le mondialisme, mais vous avez en face de nous un projet totalitaire, un projet de destruction de l'humain, un projet de destruction de nos sociétés, projet de destruction des familles, en fait, projet de destruction de toutes les structures qui existent depuis l'aube de l'humanité. Et ce projet est porté par une oligarchie transnationale qui est à la fois une mafia et une secte. Et donc, je campe ce décor pour bien comprendre dans quel contexte intervient l'opération Q et justement ce qu'elle va viser, ce qu'elle va attaquer. Ce qui m'amène à rentrer directement dans le vif du sujet, c'est la riposte à ce projet mondialiste. Alors vous savez, je vous ai parlé il y a quelques instants d'une guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Et vous savez que la première chose qu'il faut faire à la guerre, c'est casser le moral de l'adversaire. Il faut convaincre l'adversaire
que sa défaite est inévitable et que votre triomphe est également inévitable, que vous êtes un rouleau compresseur qui va tout écraser sur son passage. Et vous connaissez la célèbre phrase « toute résistance est inutile ». Eh bien, le mondialisme essaye de faire ça. Le mondialisme, par l'ingénierie sociale et par des opérations plus contraignantes comme les guerres et tous les spectacles pyrotechniques qui vont avec, eh bien, essaye de nous convaincre chaque jour qu'il est inutile de s'opposer à ce projet, que le mondialisme va triompher, que c'est la marche de l'histoire et que c'est absolument futile de résister au projet mondialiste. Et alors, c'est faux. C'est de la propagande. Le succès du projet mondialiste n'est en aucun cas garanti. Et quand vous vous intéressez à ce projet, vous vous rendez compte que dans l'histoire, et même l'histoire récente, il a subi des revers, il a subi des attaques, il a subi des déroutes, même des défaites. Et donc, il est toujours important de résister. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Vous savez que le pouvoir du mondialisme repose en partie, son pouvoir financier, sur sa maîtrise de la monnaie et notamment des banques centrales. Je dirais le joyau de la couronne du pouvoir financier mondialiste, c'est la Fed. La réserve fédérale américaine, et d'ailleurs, comme disent les patriotes américains pour plaisanter, qui n'est ni une réserve qui est ni fédérale et qui n'est ni américaine. C'est absolument vrai. Et donc, le mondialisme cherche quasiment depuis la création des États-Unis à créer cette réserve fédérale qui mettait les États-Unis sous la domination d'entités privées, puisque je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la réserve fédérale n'est en effet pas américaine, puisqu'elle n'est pas détenue par le gouvernement américain ni même par le peuple américain, mais par des entités privées. Par des privés, avec des actionnaires qui détiennent le dollar. Le dollar est une monnaie privée qui prête de l'argent au gouvernement des États-Unis contre intérêt. Donc ça, c'est important. Et donc, les mondialistes ont essayé pendant tout le 19e siècle de créer cette fameuse Fed. Et en fait, ils ont échoué à plusieurs reprises. Il y a eu, je crois que la troisième tentative était la bonne. Ils ont échoué donc une fois et deux fois. La deuxième tentative a échoué, c'était dans les années 1830. Elle a été cette tentative a été mise en échec par un président américain qui s'appelait Andrew Jackson, qui était président américain et qui était, alors c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il était lui-même franc-maçon, mais franc-maçon patriote. Il voulait pas que les États-Unis tombent sous la coupe de cette oligarchie transnationale. Et donc, il a même mis sous sa pierre tombale « I killed the bank ». J'ai tué la banque. Et ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de ça, vous allez voir le lien avec la suite, parce que Donald Trump a mis, lors de son premier mandat, le portrait d'Andrew Jackson dans le bureau ovale. Ce qui est un signe assez fort, parce que souvent, c'est une espèce de symbole qui donne un peu une couleur, une tonalité politique. C'est-à-dire, vous voyez, Obama avait mis Martin Luther King, des gens comme ça. Donc, vous avez un moyen de faire passer des messages en quel portrait de président passé vous mettez dans votre bureau. Plus proche de nous, je vais vous donner un autre exemple de cette résistance américaine au mondialisme, c'est le président Kennedy. Président Kennedy qui s'est battu contre la CIA. Alors la CIA, c'est un véritable État dans l'État. C'est une création du mondialisme qui était dans les années 50 complètement créée par les frères Dulles, notamment Allen Dulles. Et donc Kennedy était en guerre contre eux. Je crois qu'il a fait démissionner Allen Dulles de son poste et il a déclaré dans un discours célèbre, enfin une déclaration célèbre, « Je vais fracasser la CIA en un millier de morceaux ». Et il a notamment refusé quelque chose que j'ai découvert en faisant mes recherches sur le sujet, une opération qui s'appelait l'opération Northwoods. Vous savez qu'à l'époque, on est en pleine crise avec Cuba, il va y avoir la crise des missiles en 63. Les Américains qui voulaient trouver un prétexte pour envahir Cuba, la CIA avait proposé à Kennedy une opération où des agents de la CIA, se faisant passer pour des terroristes cubains, auraient détourné des avions et les aurait fait s'écraser sur le territoire américain et seraient aussi rentrés dans des supermarchés, auraient tiré sur la foule, toujours en faisant croire que c'était des Cubains qui avaient fait le coup. Donc c'est ce qu'on appelle une opération sous faux drapeau. Et en fait, donc, si ça avait eu lieu, il y aurait eu des centaines, voire des milliers de morts américains, et ça aurait justifié dans l'opinion publique une intervention militaire à Cuba. Et donc Kennedy s'est opposé à cette opération, et c'est entre autres, parce que c'est pas la seule, une des raisons de son assassinat. Donc vous voyez, on a eu quand même quelque chose, et donc ce que je viens de vous décrire au passage avec l'opération Northwoods, ça a dû quand même vous rappeler une opération qu'on a eue beaucoup plus proche de nous, notamment en ce début de 21e siècle. Et donc là encore, alors un exemple cocorico français, la résistance de De Gaulle au mondialisme. Puisque déjà De Gaulle,
évite l'occupation de la France au moment du débarquement de Normandie par les armées américaines et la création de ce qui s'appelle l'AMGOT, c'est-à-dire l'occupation des territoires occupés par l'armée américaine, avec notamment un dollar qui se serait imposé face au franc. Et De Gaulle est obligé de faire alliance avec l'URSS pour mettre en échec le mondialisme américain incarné par Roosevelt. Et donc, De Gaulle va continuer, et il permet à la France, au passage, d'être à la table des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup en camp de français, c'est quand les dignitaires français arrivent à Berlin pour signer la capitulation de l'Allemagne, je crois que c'est le maréchal ou le général allemand qui est dans la salle, s'étonne de voir les Français, s'exclame « Comment même les Français sont là ?» Et pour la petite histoire, ils avaient, comme les Français, c'était tellement improbable que les Français soient à la table des vainqueurs, il n'y avait même pas le drapeau français qui était présent. Et donc, je crois que c'est le général Delatte de Tassigny a trouvé en catastrophe une couturière qui a pris des draps pour faire un drapeau bleu, blanc, rouge pour qu'il soit sur les photos. C'était absolument pas prévu. Donc vraiment, là, on a vraiment l'action du politique au cœur de l'histoire. Et De Gaulle a continué, une fois qu'il est revenu au pouvoir, en 62, sa politique antimondialiste, puisqu'il fait sortir la France de l'OTAN et chasse les bases, enfin fait fermer les bases américaines qui sont sur le territoire français. Il critique le dollar. Il parle dans une conférence de presse célèbre du privilège exorbitant du dollar. Et il met fin à la coopération nucléaire avec Israël qui avait été commencée sous la 4e République. Donc ça, ce sont des sujets, c'est des choses qu'il vaut mieux pas faire quand on est chef d'État si on veut dormir tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en mai 68, eh bien, la CIA et le Mossad organisent une révolution de couleur qu'on connaît sous le nom de mai 68. Donc qui conduit entre autres à fragiliser De Gaulle et qui accélère un petit peu son départ du pouvoir. Donc je prends ces quelques exemples historiques aussi bien américains que français pour vous montrer que dans l'ombre et derrière les événements historiques, il y a déjà cette résistance au mondialisme et il y a cette guerre de l'ombre contre le mondialisme. Il y a des gens dans les services secrets, dans l'armée, dans la haute fonction publique, même chez les chefs d'entreprise, qui résistent au mondialisme et qui connaissent d'ailleurs les plans du mondialisme. Parce qu'aujourd'hui, on a cette diffusion des plans du mondialisme qui est quand même assez large, mais pendant des décennies, en fait, c'était connu que de quelques initiés, souvent en lien avec l'armée, avec les services secrets. Et donc, pour illustrer un petit peu cette idée de guerre de l'ombre, j'ai trouvé une citation formidable de quelqu'un qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est un des grands stratèges, notamment du mondialisme, un grand stratège géopolitique, alors qui a écrit ça dans un livre qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Entre deux âges. Et Brzezinski disait ceci, il disait « La technologie permettra aux dirigeants des principales nations du monde de mener une guerre secrète dont seul un tout petit nombre des membres de forces de sécurité sera averti. » Donc on a vraiment cette idée de guerre de l'ombre qui est tellement en coulisses qu'en fait le grand public et même une partie des décideurs politiques n'a pas conscience de l'existence de cette guerre. Alors avant de passer directement à l'opération Q, je vous livre quand même une réflexion qui vient de mon travail sur cette opération, c'est l'importance dans la marche du monde des services de renseignement. En fait, on dit souvent que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Moi, je suis de plus en plus convaincu que le nerf de la guerre, c'est l'information. C'est le renseignement, et en fait, vous vous rendez compte que en fait, le pouvoir, c'est l'information. Les gens qui ont le pouvoir, ils ont accès au renseignement, et ce sont véritablement les services de renseignement qui dirigent le monde. Et c'est pas juste aujourd'hui avec les moyens modernes. Je me suis intéressé pendant les vacances de Noël, je lisais des choses sur l'Angleterre d'Élisabeth Ier. D'ailleurs, à bien des égards, c'est une période où le mondialisme, les grandes dynasties mondialistes commencent à se consolider en Angleterre, et ça va donner l'Empire britannique par la suite, la Compagnie des Indes, etc. Vous avez un personnage central dans le règne d'Élisabeth Ier, c'est Francis Walsingham, qui est le maître espion d'Élisabeth Ier. Et quand vous lisez ce que fait Francis Walsingham, notamment pour affaiblir la monarchie française, qui est un de ses rivaux, vous avez exactement les mêmes méthodes qui sont appliquées encore aujourd'hui. Alors, il n'y a pas les médias, il n'y a pas la technologie, mais il y a le cadre, je dirais, théorique est déjà posé. On parle aussi souvent des Rothschild. La force des Rothschild, c'est leur service de renseignement. Les frères Rothschild sont partis, vous savez, vous connaissez l'histoire du patriarche qui fait partir un frère à Londres, un frère à Paris, un frère à Vienne, un frère à Naples et un autre je sais plus où. En Hollande, oui, c'est ça, exactement. En fait, ça leur a donné un énorme service de renseignement. Ils se sont appuyés aussi sur les communautés juives pour avoir des infos sur tout ce qui se passait dans l'Europe entière et être informés avant tout le monde.
Donc ça, c'est la puissance du réseau de renseignement des Rothschild. Et ensuite, ça a muté, c'est-à-dire que vous allez avoir la CIA, qui est en fait un instrument du mondialisme, donc c'est un service de renseignement, et vous allez avoir en Angleterre le MI6, qui est aussi un service de renseignement extrêmement puissant. Et ces services de renseignement vont recruter les gens les plus brillants. Ils vont recruter dans les grandes écoles, ils vont recruter dans les universités d'élite, et ils vont mettre ces gens au service du mondialisme, mais parfois sans que ces gens-là en aient conscience. Donc ça, c'est un point très important. En France, par exemple, j'ai découvert le rôle de quelqu'un qui s'appelait Jacques Bergier, qui a travaillé avec les services secrets gaullistes, qui a joué un rôle très important dans la fondation des services secrets français de l'après-guerre, et qui disait ça, qui dit, vous pouvez trouver une interview de Jacques Bergier sur Internet, qu'il a fait quelques années avant sa mort, donc c'est vraiment à la fin de sa vie, et il dit, en fait, les gens que vous connaissez, les De Gaulle, les Napoléon et même les Louis XIV, c'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est les gens derrière, c'est les gens dans les coulisses. Et ces gens-là, en fait, vous ne saurez jamais comment ils s'appellent. Vous ne connaîtrez pas leur nom. Et donc, le journaliste fait un peu l'idiot. Il dit, ah bon, mais moi, je connais Louis XIV, Napoléon. Il dit, vous dites, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Il dit, non, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Eux, ils ont l'apparence du pouvoir, mais les gens qui ont les instruments du pouvoir réel, ce sont les gens qui sont dans les coulisses. Donc ça, c'est très important. Et en fait, ça nous amène au cœur du sujet. Et il précise aussi, oui, ça fait la transition avec ce que je vais vous dire, c'est que ces gens-là, comme ils sont des hommes de l'ombre, eh bien, ils ne peuvent pas exercer le pouvoir. Donc, ils vont avoir besoin de gens qui, eux, vont être dans la lumière. De gens qui vont être, entre guillemets, la face visible du pouvoir et qui vont être à la fois les gens auxquels les gens vont s'identifier et qui vont être les traducteurs de la politique qui vont leur souffler à l'oreille. Donc ça, c'est très important. C'est parce que les gens, parfois, sont un petit peu, je dirais, abattus en se disant, mais en fait, ça sert à rien puisqu'on a des gens en coulisses. Oui, mais il y a toujours quand même une interface. C'est que vous avez quand même des personnalités publiques qui vont incarner le pouvoir. Donc il y a quand même ce besoin de la personne de l'incarnation. Et ce qui m'amène au cœur du sujet, c'est l'élection de Donald Trump en 2016. Parce qu'en fait, Donald Trump, c'est ça. Donald Trump, quand vous écoutez les médias de masse, ils vous disent « Ah oui, Donald Trump, il s'est levé un matin, il a décidé, il était milliardaire, il a un ego surdimensionné, il a décidé d'être président des États-Unis, voilà, parce que c'est son but final. » Alors c'est peut-être vrai, mais derrière Donald Trump, il y a des gens qui ont porté Donald Trump au pouvoir. Et d'ailleurs, la source Q le dit dans un message, je vais y venir dans quelques instants, il y a des gens qui sont allés chercher Donald Trump. Il y a des gens qui ont dit à Donald Trump « Présente-toi à la présidentielle, on est derrière toi. Tu vas avoir le soutien d'une partie de l'armée, des services de renseignement. » Il faut savoir d'ailleurs que la famille Trump, depuis très longtemps, collabore avec le FBI. Donc ils ont un accès aux services de renseignement. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, c'est un ancien mafieux de New York. Alors son nom m'échappe, je ne l'avais pas noté. C'est un mafieux très connu qui dit, en fait, en gros, on a essayé de faire chanter Donald Trump, mais n'essayez pas, c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, Donald Trump, il embauche dans sa sécurité privée des gars du FBI. Donc des gars qui ont des contacts, qui connaissent déjà le métier, donc ils savent faire du renseignement, et ils ont encore tous leurs copains qui bossent pour le FBI. Donc si vous embêtez Donald Trump, que vous essayez de le faire chanter, il sort tout le dossier sur vous, et quand vous arrivez en réunion, il sait ce que vous avez fait le mercredi 14 à 18h. Donc vous comprenez tout de suite qu'il ne faut pas jouer avec lui. Donc vous voyez, Donald Trump s'est donné les moyens d'avoir justement ses contacts dans le milieu du renseignement. Alors ça, c'est pour Donald Trump, mais il faut savoir que les services de renseignement mondiaux et même américains utilisent beaucoup Internet et les réseaux sociaux. Parce que c'est très bien, ça permet de diffuser l'information et ça permet aussi de le faire de manière beaucoup plus confidentielle. Parce que quand vous faites passer un message, vous voyez bien, vous pouvez identifier le destinataire. Quand vous rencontrez une personne, vous savez à quoi elle ressemble physiquement. L'intérêt d'Internet, c'est qu'on peut faire passer certains messages et les diffuser déjà dans une masse énorme d'informations et les diffuser de manière anonyme et relativement confidentielle. Et ça, c'est tout l'intérêt notamment d'un forum qui s'appelle 4chan. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce forum. C'est un forum qui est très connu dans la communauté, notamment dans la communauté des geeks. Moi, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, puisque dans une autre vie, je travaillais notamment dans le jeu vidéo. J'ai découvert ça. Alors, 4chan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le Far West sur Internet. C'est-à-dire que c'est un forum où ça parle de tout et de rien. Ça peut parler de jeux vidéo, ça peut parler de manga, ça peut parler de porno, ça peut parler et de politique. Et il y a un sous-forum qui s'appelle POL, P-O-L, qui est un forum politique. Et donc c'est en fait un vrai Far West où le pire côtoie le meilleur. C'est vraiment, vous allez avoir des discussions extrêmement provocantes, voire racistes, vulgaires, tout ce que vous voulez. Et de temps en temps, vous allez avoir des sources qui vont aller poster une information intéressante.
Et donc, je vous donne la meilleure définition que j'ai trouvée de 4chan, qui est donnée par Paul Ferber, qui a écrit le livre sur l'opération Q. Il dit « Libre de toute censure et de toute contrainte sociale liée au respect du politiquement correct, les utilisateurs de ce forum forgèrent leur propre sous-culture, aussi impitoyable que complexe, et caractérisée par la vérité, l'empirisme et une énergie presque illimitée consacrée à un travail d'investigation sophistiqué. » Et donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est qu'en fait, quand 4chan s'intéresse à un sujet, vous allez avoir des milliers, ou en tout cas des centaines de gens dans le monde qui vont 24 heures sur 24 creuser le sujet, aller lire les articles de presse, faire des recherches, même regarder sur Google Maps, etc. Et quand vous voyez 4chan à l'œuvre, franchement, c'est impressionnant. Quand vous voyez en temps réel comment ils fact-checkent les choses et comment ils vont creuser, c'est absolument passionnant. Et donc, c'est sur ce forum qu'une source anonyme commence à poster le 28 octobre 2017, avec un message, parmi d'autres, parmi ces milliers de messages, qui disait ceci. « Le président a toutes les cartes en main. Tout le monde n'est pas corrompu, moins que vous le pensez. Suivez Uma, opération Mockingbird. La priorité est se débarrasser des personnes corrompues afin d'unir le peuple derrière le programme America First. Beaucoup de membres de notre gouvernement vénèrent Satan. À ce stade, il ne s'agit pas d'une question de républicains contre démocrates. Où est Hillary Rodham Clinton? Pourquoi la garde nationale a-t-elle été mobilisée dans 12 villes? Faites confiance à votre président, que Dieu vous bénisse, patriotes. » Et donc là, ce que je viens de vous lire, c'est un des premiers messages de la source Q, donc qui poste le 28 octobre 2017. Et donc vous voyez, je crois que c'est son 4e message. Vous avez un message qui est très riche et qui est déjà un peu cryptique d'une certaine manière, parce qu'il y a des références peut-être que vous ne connaissez pas. Par exemple, il dit « Suivez Uma ». Uma, qui est Uma, H-U-M-A, c'est Huma Abedin, c'est le bras droit d'Hillary Clinton. Il parle de l'opération Mockingbird. Alors là, tout de suite, vous voyez, les gens un peu informés se disent « Tiens, l'opération Mockingbird, c'est une opération de la CIA qui, à partir des années 50, met sous tutelle les 400 principaux journalistes américains. C'est-à-dire que la CIA contrôle complètement la diffusion de l'information aux États-Unis. » Alors, on connaît cette opération puisqu'elle a été révélée en 1975 par une commission d'enquête qui s'appelait la commission Church. Alors, bien sûr, croix de fer, la CIA jure que depuis 1975, elle ne contrôle plus le journalisme. Donc, on vous demande de bien vouloir la croire. Vous voyez, on retrouve déjà l'idée l'Amérique d'abord, America First. On retrouve une information qui est quand même assez surprenante. Beaucoup de gens de notre gouvernement vénèrent Satan. Alors ça, j'y reviendrai dans la dernière partie de cette conférence, sur la partie plus surnaturelle. Et donc, en fait, c'est là où l'opération Q commence à se mettre en place. Alors bien sûr, les gens sur 4chan commencent à dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui ce type qui nous raconte ça ?» Donc tout de suite, les gens sont quand même... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dépeignent les gens qui suivent Q comme un peu des doux illuminés, des complotistes, crédules. Je peux vous dire que quand vous regardez les échanges, parce qu'on a encore, les pages web existent toujours, hein, donc vous pouvez voir les gens, au départ, les gens étaient là, mais qui t'es, Q, t'es encore un comique, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est quoi ces salades? Donc il y avait vraiment un scepticisme, parce que sur 4chan, n'importe qui peut poster n'importe quoi. Et comme l'explique Paul Ferber dans le livre, c'est d'ailleurs ce que des gens font. Les gens inventent des histoires, ça s'appelle l'ARPing, c'est-à-dire le jeu de rôle en temps réel, c'est de raconter des histoires invraisemblables et d'essayer de le faire croire aux gens. Donc les gens étaient critiques au départ de Q. Et en fait, Q a commencé par apporter des preuves de sa crédibilité. A dit par exemple, alors il y a tout un ensemble, il y a tout un truc qui s'appelle les Q-proofs, c'est-à-dire les preuves de Q. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ce que arrive à prouver Q assez rapidement, c'est qu'il y a une proximité réelle avec Trump et avec l'administration Trump. Par exemple, Q dit, voilà, Donald Trump va s'exprimer sur tel sujet, et Trump le fait. Q dit, par exemple, il y a un événement assez connu, où Q dit on va faire sauter le compte Twitter du président. Et en effet, le compte Twitter du président saute quelques heures après. Il y a une suspension qui dure, je crois, un quart d'heure, 20 minutes ou une heure, et c'est annoncé par Q plusieurs heures à l'avance. Alors la preuve quand même la plus spectaculaire, c'est la purge de novembre 2017 en Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais le 5 novembre 2017, il y a une purge, alors présentée comme une purge anticorruption en Arabie Saoudite. Vous avez Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier, qui arrête énormément de gens très puissants en Arabie Saoudite, des gens haut placés, des responsables des services de sécurité, des milliardaires, notamment le prince Al-Walid Ben Tawal,
les suspendent par les pieds à des crochets dans les sous-sols du Hilton et leur font cracher leur compte en Suisse. C'est en les tabassant jusqu'à ce qu'ils les donnent. Ils récupèrent 500 milliards en 72 heures. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose. Et donc ça, c'est annoncé par Q à l'avance. Alors, pas dit comme ça, parce que ça serait dangereux, on ne divulgue pas une opération d'une telle importance à l'avance. Mais en fait, Q, et tout est expliqué dans le livre, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que en plus c'est un peu technique, mais en fait, Q structure l'information pour dire il y a quelque chose d'énorme qui va se passer prochainement. Et en fait, tout le monde croit que ça va avoir lieu aux États-Unis. Et en fait, le jour D arrive, il parle de la garde nationale, il parle notamment de Houma. Et en fait, tout le monde croit que ça va se passer aux États-Unis, c'est un vendredi. Le vendredi arrive, rien ne se passe. Donc là, les gens sur ce qu'on appelle les Anons vont aller voir Q et lui dire « Mais en fait, tu nous as raconté des salades, il s'est rien passé. » Et Q dit « Hé les gars, il s'est passé quoi en Arabie Saoudite là? Regardez tout ce que je viens de vous dire depuis quelques jours et appliquez ça à l'Arabie Saoudite. En fait, je viens de vous prédire exactement ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. » Et pour un peu enfoncer le clou, il y a une photo très célèbre, je l'ai reproduite dans les annexes du livre, où quelques jours plus tard, vous allez avoir à bord d'Air Force One Trump qui est assis à son bureau donc dans l'avion présidentiel, et il y a tous ses conseillers autour de lui, et en fait, ils font tous comme ça avec leurs pouces, et en fait, quand vous reliez tous les pouces, et que vous avez le pouce de Trump qui est en bas, ça fait un Q. Le Q, la branche du Q dirige sur un journal qui est sur le bureau de Trump, et la une du journal, c'est « Arrestation en Arabie Saoudite ». Et le nom du fichier, parce qu'il y a aussi ça, le nom du fichier de la photo, le nom du fichier commence par « Do it Q ». Et après, W, mais donc vous voyez, c'est quand même une preuve assez puissante. Et alors oui, il y a quand même quelque chose que j'aurais dû dire avant de commencer d'expliquer quand je parlais de Q, c'est on parle de QAnon, vous avez sûrement entendu parler de ça. En fait, d'où ça vient, QAnon? C'est en fait la source Q et les anonymes sur le forum. Donc en anglais, Anon, Anonymous. En fait, ça a donné QAnon. Mais en fait, quand les médias vous parlent de QAnon, ça n'existe pas. Il n'y a jamais personne, Q n'a jamais dit « je suis QAnon ». Il n'y a jamais personne sur le forum 4chan qui a dit « nous sommes QAnon ». En fait, il y a la communauté des Anons qui analysait Q. Voilà. Et après, j'y reviendrai dans la deuxième partie, il y a eu cette construction qui s'appelait QAnon. Et donc, c'est quand même assez incroyable cette histoire en Arabie Saoudite. Je reviens là-dessus parce que déjà, ça prouve la source Q, quand même sa véracité. Et surtout, ce que dit Q, qui est quand même incroyable, c'est qu'il dit cette opération elle est d'une importance capitale parce que pour la première fois dans l'histoire, il y a le triangle du pouvoir mondialiste qui est en train de tomber. Et il dit le triangle du pouvoir mondialiste, c'est quoi? C'est les Saouds, c'est la famille Saoud en Arabie Saoudite, c'est les Rothschild et c'est Soros. Soros s'occupe de l'opérationnel, donc c'est-à-dire tous les réseaux, Black Lives Matter. Et il dit pour la première fois dans l'histoire, cette phase vient d'être neutralisée. Donc c'est quand même extraordinaire. Et donc ça, on est en 2017. Et en fait, donc Q va continuer. Donc là, on est en octobre 2017 et Q va continuer à poster pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que dit Q, parce qu'en plus, tout est dans le livre et il y a trop de choses. Mais en gros, pour vous donner un peu les grandes rubriques, pour vous donner un petit peu les grands thèmes, il parle beaucoup les dessous de la politique américaine. C'est vrai qu'il y a un ancrage très fort de Q sur ce qui se passe aux États-Unis, et il parle notamment beaucoup de la corruption des clans Clinton et Obama, ce qui s'est passé sous Clinton et Obama. Et donc, il y a une citation que je vous donne. Il dit, donc ça c'est le 31 octobre, il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises. Les magiciens et les sorciers ne permettront pas, je cite, à une autre petite merde satanique de contrôler notre pays. Vous devez avoir conscience que Soros, Clinton et Obama sont contrôlés par 3 familles. La 4e a été neutralisée suite à la victoire de Trump. Donc il parle de tout ça, il parle déjà à l'époque de l'affaire Epstein, de l'île d'Epstein. Il dit dans un message, île d'Epstein, qu'est-ce qu'un temple? Parce qu'il y a un temple sur l'île d'Epstein. Que se passe-t-il dans un temple? Qui y est vénéré? Que signifient les symboles? Et combien y a-t-il de niveaux en dessous du temple? Et en effet, si vous regardez les photos, parce qu'on a des photos satellites de l'île d'Epstein, il semblerait qu'il y ait tout un réseau de tunnels sous l'île d'Epstein. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les tunnels? Et pourquoi tous ces tunnels sont reliés au temple? Donc il parle de ça. Au passage, je fais une petite parenthèse, Trump veut faire des grands travaux à Washington, notamment Washington DC. J'ai lu une analyse très intéressante
qui dit que Donald Trump est en train de casser la géométrie sacrée et occulte de Washington. Parce qu'en fait, Washington est une ville qui a été construite notamment par un architecte français qui s'appelle Pierre-Charles L'Enfant, qui était un initié franc-maçon. Et en fait, j'ai trouvé un site très intéressant où il y a alors, je ne sais pas si la personne est franc-maçon, mais en tout cas, il est admiratif. Et il dit, c'est extraordinaire, regardez toute la symbolique occulte de l'urbanisme de Washington DC jusqu'au tracé des rues. Et un autre exemple de ça, c'est le fameux obélisque, vous savez, qui est sur le mall, avec le plan d'eau, et qui se reflète parfaitement dans le plan d'eau. Et ça, c'est un principe occulte, c'est la tablette d'émeraude, c'est ce qui est au-dessus et comme ce qui est en dessous. Donc vous avez le truc qui se reflète parfaitement. Vous avez la même chose à Paris, avec la pyramide du Louvre, qui est comme ça, et vous en avez une autre qui est comme ça en dessous. Petite parenthèse au passage, pour ceux qui ne le savent pas, François Mitterrand a fait la même chose, a fait un urbanisme et une géométrie sacrée occulte dans ses grands travaux à Paris. Vous avez les colonnes du palais de Buren, vous avez la pyramide du Louvre, vous avez l'obélisque de la Concorde, alors ça c'est récent mais c'est aussi un symbole, et vous avez la grande arche de la Défense à la fin. Et tout ça, c'est une géométrie occulte qui a, il faut dire les choses, a consacré Paris à des forces occultes et à Satan. Donc il y a un livre qui explique bien ça, alors c'est introuvable en physique, mais vous pouvez le trouver sur Internet, d'Emmanuel Ratier, qui s'appelle François Mitterrand, grand architecte de l'univers. Donc vous avez vraiment, en fait, l'idée d'inscrire, vous avez la même chose à Londres, vous avez ça, vous avez la même chose dans beaucoup de villes. Donc il y a l'urbanisme, et donc ça c'est le cas à Washington. Donc il y a ça, et vous avez bien sûr les coulisses de cette guerre de l'ombre contre le mondialisme, dont je vous parlais avec cette lutte des services de renseignement. Et il y a notamment un message très important et très célèbre qui dit ceci. Et si la Chine, la Russie et d'autres se coordonnaient avec Trump pour combattre le nouvel ordre mondial. Et c'est intéressant parce que cette phrase, bon, elle est comme ça, on peut dire Q dit ce qu'il veut. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que l'année dernière, le 2 octobre 2025, vous avez eu Kirill Dmitriev, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un envoyé spécial de Vladimir Poutine, qui est le PDG du Fonds souverain russe, qui a retweeté ce message de Q. Et il l'a retweeté, je veux dire, texto. Il a fait une capture d'écran de l'archive et il a mis ça sur son scooter. J'ai vérifié 15 fois que c'était pas un compte bidon, que c'était le vrai compte. Et en effet, il a bien posté ça. Donc vous avez quand même quelqu'un qui est dans le premier cercle du pouvoir russe qui retweet. Est-ce que la Russie, la Chine et d'autres se coordonneraient pas avec Trump pour combattre le nouvel ordre mondial? Intéressant tout de même. Il y a un film, je fais une petite parenthèse, il y a un film qui donne déjà une piste de ça, qui est sorti dans les années 2000, ça s'appelle La somme de toutes les peurs. C'est un film qui raconte comment des services secrets patriotes russes et chinois se battent contre des fascistes mondialistes qui veulent faire exploser une bombe nucléaire aux États-Unis, faire porter le chapeau à la Russie pour que les États-Unis entrent en guerre avec la Russie. 2002. Je regardais ce film, c'est un film très intéressant, d'autant plus intéressant qu'à la fin du film, alors comme c'est américain, je vous fais un peu un spoiler, mais ça se termine bien, et il y a un air d'opéra qui s'appelle Nessun Dorma, qui est joué à la fin du film dans une séquence un peu clé où en gros les méchants sont punis, et c'est quelque chose qui a été utilisé très souvent par Trump dans sa campagne. L'autre fois, il a reçu Ben Salman à la Maison-Blanche, il a fait jouer ça avant le repas. Donc et Q fait souvent référence dans certains messages à la somme de toutes les peurs. Donc je pense que ce film est une clé de cette coopération de l'ombre entre les services russes patriotes et les services américains russes, et qui date pas de Trump, qui est bien antérieur. Et voilà, et à la fin du film, enfin, je vais pas vous raconter la fin, mais à un moment, il y a un personnage qui dit restons en contact, parce que c'est bien que les gens de bonne volonté se connaissent pour éviter le désastre. Donc voilà, et c'est un Russe qui dit ça à un Américain. Donc voilà, il y a toute cette idée de la guerre de l'ombre. Alors, une question que beaucoup de gens, et peut-être que beaucoup d'entre vous se posent ce soir, c'est mais en fait, qui c'est ce fameux Q? C'est qui cette source en fait? Qu'est-ce qu'on sait de cette source? Alors, en fait, on ne sait pas, il n'y a jamais personne qui a dit « Ah oui, en fait, voilà, grande révélation, je suis Q ». Personne ne l'a dit. Il y a eu beaucoup de spéculations. Alors, si vous lisez qui est l'identité de Q sur Google, vous allez avoir tout et n'importe quoi. On va vous dire que c'est Ron Watkins qui était le gars qui gérait le forum 8chan, parce qu'en fait, après, Q est parti de 4chan pour aller sur un autre forum qui s'appelle 8chan, avec le même mode de fonctionnement. Certains vont dire que c'est Paul Ferber, l'auteur du livre, c'est ce que disent les IA. D'autres disent que, voilà, enfin, vous avez plein de théories un peu délirantes.
Je pense qu'aucune de ces théories n'est bonne, surtout pas celle qui dit que Paul est l'auteur de Q, parce que pour dire ça, il s'appuie sur une analyse sémantique et sémiologique. Et en fait, ce qui est rigolo, vous savez, c'est comme avec les études sur le Covid ou l'hydroxychloroquine. Ils disent oui, nous affirmons avec certitude que Paul Farber est Q parce que nous sommes des spécialistes de l'université. Je me demande si c'est pas de Fribourg d'ailleurs. Et en fait, après, vous regardez tout en bas dans les notes de bas de page. Oui, mais nous reconnaissons qu'il y a quand même un biais dans l'échantillon. Non mais voilà, et c'est du délire, et Paul a répondu ça avec humour dans un des textes. Il a dit, il faudra qu'on m'explique comment moi qui suis informaticien à Johannesburg, qui a un job d'informaticien à temps plein, j'ai réussi à poster H24 pendant 3 mois, à prédire les mouvements du président Trump, à anticiper sur certaines déclarations, et même il y a une fois où Q montre qu'il arrive à espionner le Vatican. Donc Paul dit, j'aimerais bien qu'on m'explique comment j'ai réussi à faire tout ça. Donc voilà. Donc en fait, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est probablement des gens du renseignement, probablement de la NSA ou du Secret Service. C'est-à-dire le Secret Service, ce sont les gens qui protègent le président des États-Unis. C'est l'équivalent de la garde présidentielle, enfin du groupement de gendarmerie de la République en France. Parce qu'en fait, dans les messages de Q, vous le verrez si vous lisez le livre, en fait, il y a un conflit, ce qui ressort entre les lignes et en coulisses, c'est un conflit entre la CIA, qui est un élément mondialiste, et la NSA qui serait apparemment aux mains des patriotes. Donc il y a une espèce de guerre entre les services de renseignement. Et dans un message connu, Q dit « Moins de 10 personnes ont la vision d'ensemble. Et parmi ces 10 personnes, seules 3 sont des civils. » Donc voilà, c'est la parole de Q. Après, il peut raconter ce qu'il veut. Mais alors moi, j'ai fait l'hypothèse, et j'ai pas été le seul d'ailleurs, que parmi ces 3 personnes, il y a probablement Donald Trump, qui n'est pas un militaire, même s'il est Commander-in-Chief, mais il est quand même pas militaire de carrière, donc probablement un, peut-être sa femme Melania, et le 3e, voilà, qui serait l'identité du 3e civil. On ne sait pas, peut-être un haut fonctionnaire ou quelqu'un voilà, qui travaille à haut niveau pour le gouvernement américain. Voilà, donc en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a un degré de sophistication dans l'opération Q qui rend très peu probable le fait que ça soit quelque chose qui a été fait par des civils, ou même, comme on dit certains, un plaisantin qui habite chez sa mère, voilà, et qui fait ça de sa chambre, quoi. Dans le livre, alors c'est pas Q qui le dit, mais Paul donne un témoignage de quelqu'un qui se présente comme membre des services de renseignement, qui dit « Je bosse dans le renseignement, ce que ce gars est en train de faire, vous vous rendez pas compte, mais c'est complètement dingue. » Et il nous donne, parce qu'il y a des fois où Q donne des espèces de codes qui sont incompréhensibles, il dit les codes qu'il utilise, ce sont des codes que nous, on utilise en interne. Donc, il nous prouve que c'est un gars de la maison. Vous le savez pas parce que vous êtes des civils, mais nous, du renseignement et de l'armée, on sait que les codes qu'il utilise, ce sont des codes que nous, on utilise en interne. Donc, il nous prouve sa crédibilité en utilisant ces codes-là. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Alors, ce qui est important pour terminer sur ce point, c'est que, bien sûr, ces divulgations d'informations massives ne sont pas restées sans réaction. Q dit souvent, nous sommes en train d'être attaqués. Donc moi, j'essaye de protéger les échanges, j'essaye de protéger qu'il n'y ait pas des gens qui viennent pourrir les discussions, qui viennent, vous avez saturé le forum, soit pour le faire planter, soit pour noyer la discussion. Ça, c'est une technique que vous connaissez peut-être qui s'appelle le sliding. Par exemple, si vous savez, les forums postent, c'est le dernier message posté qui apparaît en premier. Donc, par exemple, si vous voulez empêcher quelqu'un de lire un message de Q, bah, vous écrivez pipi caca prout, salut les gars, et en fait, vous en écrivez 100 comme ça, et en fait, le message de Q, il est noyé, et puis personne ne le trouve. Donc, il y a des attaques de ce genre qui ont lieu, et en fait, ça monte en puissance au fur et à mesure, parce que Q commence fin octobre, ça monte en puissance en novembre, il y a l'histoire avec l'Arabie Saoudite début novembre, ça monte, et en fait, on arrive en décembre, et là, la pression est vraiment énorme, et Paul le raconte très bien dans le livre, il raconte tout ça, parce qu'il le vit au jour le jour. C'est de plus en plus dur de poster sur 4chan. Q dit, on essaye de craquer mon mot de passe, parce qu'en fait, je rentre pas dans les détails techniques, mais pour poster sur 4chan, il faut avoir un identifiant, il faut un mot de passe, ce qui s'appelle ah non, c'est après le trip code. Enfin, il y a tout un back-office, on va dire, technique. Et en fait, Q dit, voilà, on est en train d'essayer de casser ce qu'il y a derrière pour pirater mon compte. Pour que je ne puisse plus vous parler directement ou que quelqu'un se fasse passer pour moi, etc. Et donc, il y a un moment où, en fait, Paul a un peu une espèce d'anticipation. Il se dit, si jamais Q est piraté, il faut que je lui donne un compte de secours. Donc, il va créer un compte sur un autre site qui s'appelle 8chan, et il crée un forum qui laisse comme ça dormir.
Et en fait, au bout d'un moment, Q sent que 4chan, ça devient trop dangereux, donc il bascule sur 8chan. Et en fait, là, je vous résume ça très vite, mais Paul le raconte vraiment, il y a plusieurs chapitres, c'est vraiment haletant en plus, c'est comme un thriller. Il raconte en fait comment il voit le piratage de Q en direct. C'est-à-dire à un moment, il y a toute une histoire avec l'administrateur qui lui raconte des salades, qui lui dit qu'il y a un truc sécurisé, enfin voilà. Et en fait, Q dit, je vois le code, ce qui s'appelle un trip code, qui permet d'identifier Q, que c'est bien la source Q, changer. Et là, il dit, moi, en tant que administrateur du forum, je ne peux plus garantir que la personne qui poste est le Q originel. Et là où ça devient intéressant, et c'est ce qui est raconté dans le livre, en fait, tout d'un coup, il y a tout le monde qui se tourne contre lui, qui dit « mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que c'est le vrai, regarde, pourquoi tu affabules, etc. » Et en fait, il y a toute une partie de gens qui vont se tourner contre Paul et l'attaquer et dire de toute façon, t'es juste jaloux qu'on t'ait piqué Q parce que c'était ton forum, etc. Et il y a l'administrateur du forum, donc le fameux Ron Watkins de 8chan qui va dire « non, mais n'écoutez pas Paul Ferber ». Enfin, il y a une espèce d'effort coordonné pour dire, en fait, maintenant, n'écoutez plus Paul Ferber, Q est là et c'est le seul vrai Q. Et peut-être là, il y a une psychiatre dans la salle, c'est intéressant parce que vous savez que la première chose que souvent font les manipulateurs, c'est de dire couper tout contact avec l'extérieur. Et en fait, c'est exactement ce que fait ce nouveau Q. Il dit, non, aucune communication avec l'extérieur, n'écoutez pas tous ceux qui prétendent parler au nom de Q. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, alors qu'en fait, on a beaucoup d'exemples de communication de Q avec l'extérieur. Q parle à Paul Ferber, Paul remercie Paul Ferber dans un message, et donc en fait, Paul dit, voilà, il y a un piratage de la source Q. Et alors ça a déclenché, je ne vais pas rentrer dans ce débat, vous savez que le livre, certains le savent, a été très attaqué, parce qu'il y a une thèse qui dit que Q a été piraté, donc il y a des gens qui disent que Paul Ferber ment, il y a des gens qui disent que ce qui vient après, donc c'est là où on va avoir le fameux phénomène QAnon. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce piratage début 2018, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a ce piratage début 2018, vous allez avoir vous allez avoir les médias qui vont s'emparer du sujet, c'est-à-dire que tout le monde va commencer à parler de QAnon, etc., alors qu'avant, ils n'en parlaient pas. Et donc, c'est ce que moi je développe cette thèse dans mon livre, c'est est-ce qu'en fait, il n'y a pas une opération de pirater Q et en même temps de faire connaître ce nouveau Q sous le terme QAnon, ce qui serait une technique standard de manipulation. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait dans les services de renseignement. C'est assez classique. Donc voilà. Donc moi, je vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est pas l'objectif, c'est pas de parler de ça. Moi, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à lire le livre. Vous aurez tout le récit de Paul Ferber. Que je considère, enfin pour ma part, je le crois de bonne foi. Vous aurez mon analyse liée à mon propre travail sur le mondialisme et sur Q. Et je tiens quand même à préciser une chose qui a jamais été assez soulignée, c'est que Paul Ferber est remercié personnellement par Q. Il y a un message, alors il dit pas Paul Ferber, il dit board owner, donc responsable du forum, mais à l'époque le responsable du forum c'est Paul Ferber, donc c'est lui. Et il dit merci, vous faites un super boulot, bravo, etc. Il y a très peu de gens au monde qui peuvent se targuer d'avoir été remerciés directement par Q. Donc voilà. Donc je vais juste, avant de passer à la dernière partie de cette conférence, je voudrais juste quand même expliquer ce qu'a permis de faire Q. Parce que Q a permis des choses quand même très importantes. Il a permis de diffuser, rappelez-vous, on est en 2017, c'est il y a 8 ans, enfin c'est 9 ans presque maintenant. Donc c'est de diffuser des informations sur le mondialisme au grand public. Je veux dire, aujourd'hui, on a eu quand même beaucoup de réinformations, on a tous les médias alternatifs qui se sont développés depuis l'après-Covid. Je veux dire, quand vous parlez des Rothschild, quand vous parlez du mondialisme, quand vous parlez d'Epstein, il y a quand même des millions de gens aujourd'hui qui sont au courant. Même si c'est encore loin d'être le grand public et la masse. Mais à l'époque, il y a quasiment personne qui ne parle de ça. Des gens qui parlaient d'Epstein, il y avait quasiment personne, de l'île d'Epstein. Je veux dire, donc Q parle de ça. Et si vous voulez, Q est passé d'un sujet où il y avait peut-être 1% des gens qui connaissaient, à 5, 10, 20%. Et j'ai regardé, il y a eu des enquêtes d'opinion qui ont été faites sur le phénomène. Aujourd'hui, vous avez entre 25 et 30% de la population américaine qui dit se reconnaître dans ce que dit Q, c'est-à-dire dans la grille de lecture donnée par Q, avec un pouvoir de l'ombre qui contrôle, qui est au-delà de la gauche ou de la droite républicain-démocrate, avec un projet de nouvel ordre mondial. Je veux dire, c'est énorme. C'est énorme d'avoir cette masse de gens, et ça, c'est en grande partie grâce à Q, et même, il faut être honnête, un petit peu à QAnon, parce que QAnon aussi a contribué à diffuser ces thèses.
Ça a permis aussi de faire une chose quand même assez intéressante. On parle beaucoup de démocratie directe, et là c'est de l'information directe. C'est passer directement, partons du principe que Q émane des services de renseignement, on est parlé du service de renseignement directement au grand public, sans passer par un influenceur, par un intellectuel, par un parti, par un média. Et moi, ça m'a tout de suite fait tilt quand j'ai vu Q, parce que voilà, le Seigneur fait toujours bien les choses. Dans une autre vie, j'ai travaillé beaucoup sur le numérique, et notamment sur ce que le numérique et la diffusion avec l'Internet au débit allaient permettre dans l'accès direct aux consommateurs. Moi, j'ai fait ça pour la partie business jeux vidéo. Mais en fait, Q fait exactement la même chose pour l'information. C'est-à-dire, il désintermédie, il va directement, entre guillemets, du producteur au consommateur. Et Q le dit d'ailleurs, il dit, mais je crois que vous vous rendez pas compte de ce que je suis en train de vous dire, et il le dit dans le livre, la vision d'ensemble est rare. Avoir cette vision d'ensemble que je suis en train de vous donner, très peu de gens l'ont. Et donc c'est vraiment un raccourci, et moi je le dis vraiment très humblement, Q m'a fait gagner énormément de temps. Moi j'ai pas découvert Q en 2017, j'ai découvert en 2020, au moment où j'ai commencé à vraiment à travailler sur le mondialisme. Et en fait, ça m'a donné un accélérateur. Je veux dire, il y a des sujets, j'aurais peut-être passé encore 3-4 ans à les creuser si j'avais pas eu ce coup de projecteur de Q qui m'a dit non, mais intéressez-vous à ça, regardez Soros, regardez les Rothschild, regardez Epstein, regardez qui finance quoi, les réseaux, le trafic d'êtres humains, les pédocriminels, à quoi ça sert, qui finance tout ça, par quel pays ça passe. Et en fait, Q a été un accélérateur pour les gens qui font de la recherche, et surtout que Q, parce qu'on dit Q c'est un gourou, c'est un espèce de maître à penser, pas du tout. Q dit faites vos propres recherches. Moi, je vous donne les pistes, je vous donne le fil, après c'est vous qui tirez sur la pelote. Et même des fois, c'est rigolo, parce qu'il y a des moments où Q dispute, voire engueule les Anons. Je leur dis, non mais les gars, là, vous pigez rien, là. Là, je vous donne des trucs, moi, je peux pas vous en dire de manière plus évidente, quoi. Connectez, quoi. Et des fois, ils trouvent pas, ils disent, bon, ok, allez, je vous aide. Et ils donnent plus d'infos, etc. Et donc, c'est vraiment fascinant. Et alors... il y a aussi une chose, c'est que les gens disent, ah oui, là vous savez, vous avez peut-être entendu la blague, c'est pas trust the plan, donc trust de plan en français, en bon français. Les gens disent trust de flanc. Ça veut dire, il y a rien qui se passe. En fait, Trump nous promet monts et merveilles, il y a rien qui se passe. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Quand vous observez les choses, il y a plein de choses qui se passent. Il y a notamment, l'année dernière, il y a eu le démantèlement de l'USAID, qui était quand même le bras armé du mondialisme. C'était un truc avec 40 milliards de budget par an, et ça a été démantelé à 83%. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand vous écoutez beaucoup d'officines, ils sont comme ça parce qu'ils ont perdu leur source de financement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de demander à la Commission européenne et à l'Europe d'aller financer tout ça, parce qu'ils ont perdu leur fonds américain. Donc ça, c'est une conséquence concrète. Aux États-Unis, vous avez la liquidation de tous les réseaux Antifa et des réseaux Soros. Des réseaux Black Lives Matter, des réseaux Antifa. Moi, je me suis dit, il y a un truc qui se passe. C'est, vous savez, en 2022, il y a eu la révocation de l'amendement Roe versus Wade. C'était l'amendement le jugement, pardon, qui protégeait l'avortement au niveau fédéral. Et en fait, ça, quand vous connaissez un peu l'histoire, ça avait toujours été considéré comme une ligne rouge par le mondialisme. C'est-à-dire, en gros, Soros avait dit, on sait que c'est bancal juridiquement, ce truc-là, ça tient pas la route, n'importe quel juge honnête va dire qu'on peut le retoquer. Et en fait, mais le jour où vous touchez à ça, vous avez une guerre civile aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été retoqué. En fait, il y a eu, il y a 2-3 filles aux cheveux bleus qui ont été criées dans la rue, mais en fait, il s'est rien passé, quoi. Et en fait, et ça, je pense que c'est parce que les réseaux Soros ont été démantelés dès 2020, avec notamment la fraude électorale. Et donc voilà, Trump a envoyé la garde nationale à Portland. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que quand ils ont envoyé la garde nationale dans les villes, vous savez, ils en parlent beaucoup en ce moment de ça. Souvenez-vous d'un des premiers messages de Q que je vous ai lu. Pourquoi la garde nationale a été mobilisée dans plusieurs villes? Et il y a un autre message de Q qui dit d'ailleurs quelles conditions doivent être réunies pour que les antifas soient considérés comme du terrorisme intérieur. Donc vous voyez, ça, Trump a déclaré que les antifas étaient une organisation terroriste en fin d'année dernière. Donc vous voyez, en fait, vous voyez que tout se répond et qu'il y a une espèce de cohérence, étape par étape, on avance. Et plus généralement, il y a aussi une chose importante, et je terminerai sur ça, c'est, peut-être certains d'entre vous ont lu ce document, c'est la nouvelle stratégie de sécurité américaine.
un document qui a été publié, qui fait une vingtaine de pages, où il y a écrit noir sur blanc, l'Amérique ne soutient plus le mondialisme, l'Amérique se concentre sur ses intérêts, et c'est écrit noir sur blanc, ne cherche plus à imposer son modèle aux autres pays, mais travaille avec eux de manière pragmatique en fonction du respect de leur culture et de leur mode de fonctionnement, y compris de leurs institutions politiques. Donc en gros, si vous lisez entre les lignes, c'est le mondialisme, c'est fini, et on va arrêter d'imposer notre modèle à la terre entière. Et on travaillera avec même des États qui sont sur une idéologie qui est différente de la nôtre. Donc ça, et ça vous pouvez le lire, c'est un document qui est en accès public. Là, je vous ai donné ce passage-là, mais il y a énormément de choses qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, et d'ailleurs Trump avait dit ça dès son premier mandat dans un discours célèbre à l'ONU, où il avait dit « Le futur n'appartient pas aux mondialistes, il appartient aux patriotes ». Alors ce qui m'amène à la dernière partie de cette conférence, parce que vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille, c'est la partie du combat spirituel. Parce que ça, c'est un point qui a été très peu souligné, qui, moi, m'a frappé en tant que croyant et en tant que catholique, c'est les références constantes à la religion chez Q. Et très peu de gens ont souligné ça. Je vous ai lu tout à l'heure un de ses premiers messages, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, quand il dit « Beaucoup de gens qui vous gouvernent vénèrent Satan ». Quand même une déclaration assez forte. Et si on va un peu plus loin donc ça c'est 2017, en 2022, vous avez Vladimir Poutine qui dit à Valdai « L'Occident pratique une religion inversée du satanisme pur et simple ». Donc vous avez Vladimir Poutine qui dit exactement la même chose. Et en plus, tout ça, ces deux déclarations nous renvoient quand même à saint Paul, qui dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés ». Donc vous avez quand même une source américaine qui dit « En fait, derrière vos gouvernants, il y a Satan ». Vladimir Poutine dit la même chose, et vous avez l'apôtre qui vous dit « Non, non, mais c'est pas Macron, c'est pas Soros, c'est derrière, il y a le diable ». Donc vous voyez, il y a quand même une référence très concrète. Et en fait, ce qui est frappant, c'est quand je vous invite, et vous verrez d'ailleurs dans le livre, si vous lisez le livre de Paul Ferber qui reprend beaucoup de messages de Q, Q fait des références chrétiennes qui sont omniprésentes. Omniprésentes. Je vous ai lu un message, il dit que Dieu vous bénisse, il dit, alors ça c'est très américain, il prie, il dit « Gardez-nous dans vos prières », il cite des passages de l'Évangile à plusieurs reprises, il cite même un moment, c'est très frappant parce que c'est quelque chose de catholique. À un moment, il y a quelqu'un, c'est un des premiers messages, dans les 50 premiers, quelqu'un poste la prière à Saint Michel. Je ne sais pas si vous connaissez Saint Michel Archange, protège-nous contre les embûches du démon, etc. En fait, ça, c'est une prière catholique. Et en fait, Q répond « Amen, mon frère ». Donc on pourrait imaginer que Q soit plus protestant. Saint Michel, la prière d'un pape, bon, c'est pas forcément il va peut-être dire oui, très bien, mais il dira pas Amen. Donc il y a quand même un assentiment à une prière catholique. Et il cite, vous savez, juste avant la fameuse opération en Arabie Saoudite, donc là où on va dire un peu c'est le coup de lancement de la guerre ouverte contre le mondialisme, parce qu'on a quand même voilà, cette phase du triangle qui va tomber, Q cite in extenso le psaume 22 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc je veux dire, et il pose juste ça. Après, il pose d'autres choses le même jour, mais je veux dire, c'est un peu, voilà, je me mets sous la protection de Dieu alors qu'on part en guerre contre le mal. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on l'interprète. Et surtout, je voudrais aller un peu plus loin sur cet aspect spirituel, c'est que, en fait, la démarche de Q est une démarche dans sa philosophie profondément chrétienne. Parce que le mondialisme lui-même, je vous l'ai expliqué au début, c'est une secte. Ça fonctionne avec des initiés, des gens qui ont accès, alors il y a la franc-maçonnerie, c'est le réseau le plus connu, mais il y en a d'autres, il y a plein de sociétés secrètes, il y a même de la super franc-maçonnerie internationale pour les grands de ce monde ou pour certains groupes précis. Et en fait, tout est caché. Vous avez notamment des initiations, c'est-à-dire vous passez par degrés et vous êtes initié à des mystères. Ça, c'est tout le contraire du christianisme. Donc ça, c'est l'ésotérisme. Le christianisme est exotérique, c'est-à-dire que tout est visible. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes franc-maçon, vous passez par des cérémonies secrètes, vous avez le bandeau sur les yeux, vous jurez d'ailleurs sous peine de mort de ne pas révéler ce qu'on vous a expliqué. Ça, c'est une initiation secrète. Le baptême, qui est l'initiation chrétienne, c'est public.
Tout le monde le voit, tout ce qu'il y a dans la Bible, je veux dire, pour être sauvé, il n'y a pas de savoir caché. Vous lisez la Bible, vous suivez le Christ, vous recevez les sacrements, vous êtes sauvé. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de grade je veux dire, dans le christianisme. Le christianisme est exotérique et c'est un salut qui est ouvert à tous. Tout est visible, tout est ouvert. Et donc, en fait, Q, qu'est-ce que fait Q? Il fait la même chose, mais appliqué au renseignement. C'est-à-dire qu'il part d'un savoir qui était connu d'une petite élite des services secrets de l'armée, et il transmet ce savoir au grand public, et en plus c'est ouvert à tout le monde, puisqu'il suffit juste d'avoir un accès à Internet et à se connecter pour découvrir en fait la vision d'ensemble, que même certains, je suis sûr certains ministres, et même peut-être certains généraux, n'ont pas, en fait. Parce que avoir cette vision d'ensemble de quelqu'un qui est, admettons, au sommet des services secrets américains, qui sont quand même les services secrets parmi les plus puissants au monde, avec une vision globale, et la livrer, en tout cas dans la synthèse, au grand public. Et ça, c'est le contraire d'une gnose, c'est le contraire d'une initiation réservée à un petit cercle d'initiés. C'est la connaissance va être accessible à tout le monde. Et le moyen de vous libérer politiquement va devenir accessible à tout le monde, en tout cas dans l'accès à l'information. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de profondément chrétien dans son inspiration, c'est tout le contraire des mystères et des sociétés secrètes, des cultes à mystères, et c'est vraiment l'écho de ce que dit saint Luc, ou ce qu'on trouve aussi chez Marc, qui dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur tous les toits. » En fait, Q, c'est ça, c'est tout ce qui est secret est prêché sur tous les toits. Et donc, c'est vraiment, j'ai été vraiment frappé par ça, parce que c'est le message de l'Évangile, enfin une partie du message de l'Évangile appliqué au renseignement, à la guerre de l'information. Et je terminerai cette partie avant de conclure, ce qu'on appelle, parce que vous savez, Q parle du grand réveil, de Great Awakening. Bah, ça, c'est un moment de grande révélation, et en fait, la traduction du mot apocalypse, c'est la révélation. Donc on est dans un moment de révélation, et on arrive vers ce moment justement de grand réveil grâce justement à ces révélations. Donc il y a quelque chose de profondément chrétien dans la manière de procéder de Q, et ça m'a beaucoup interpellé, et cela d'autant plus que c'est quelque chose qui n'a pas été tant souligné que ça par beaucoup de commentateurs qui parlent de Q. Alors, pour conclure, j'espère que cette brève présentation de l'opération Q, cette introduction, vous aura mieux permis de comprendre son importance et l'importance justement de s'y intéresser. Je vous l'avais dit dans l'introduction, moi j'ai été très frappé par le manque d'intérêt sur ce sujet. Alors ça s'explique en partie par la barrière de la langue, parce que Q parlait en anglais, notamment en France. Ça s'explique aussi par la partie, je dirais, un peu technique, parce qu'il faut aller sur 4chan, c'est très lié à la culture Internet, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai traduit le livre de Paul Ferber, parce que c'est un livre qui rend ça très accessible. C'est-à-dire que vous avez vraiment un travail de décryptage, de reprise des messages, d'analyse de chaque message, de restitution dans la chronologie. Moi-même, en tant que traducteur et éditeur, j'ai fait beaucoup de notes de bas de page pour expliquer des choses, parce que il y a lié au contexte américain, il y a des acronymes, il y a des références culturelles qui sont pas forcément connues d'un public francophone. Donc j'ai fait vraiment un gros boulot pour que ça soit le plus accessible possible. Et donc, pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je considère vraiment que Q est un moment majeur, vraiment même de l'histoire du monde. Je pense que, je dirais, à l'avenir, on considérera peut-être Q comme l'équivalent numérique du débarquement de Normandie. Avec en plus une différence, c'est que les Américains étaient venus pour nous occuper, là je pense que Q est plus venu pour nous libérer. Donc en plus, ça serait plutôt un bon débarquement de Normandie. Et les fruits de Q aussi sont intéressants, parce que vous savez, l'Évangile nous dit, enfin le Christ lui-même nous dit, il faut juger un arbre à ses fruits. Donc quels sont les fruits de l'opération Q? Q a évité quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que Q déjà a évité une guerre civile aux États-Unis. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte, on sort d'une présidence Obama, on est au sommet du wokisme, des travestis dans les écoles, tout ça va exploser avec Black Lives Matter en 2020. Les États-Unis sont un pays qui est vraiment divisé. C'est-à-dire que vous avez un sud trumpiste, rural, chrétien, avec, on va dire, c'est vraiment les États rouges contre les États bleus, avec les deux côtes, l'Amérique rurale. Et donc, les patriotes américains, voyant ce qui se profile, sont prêts à en découdre. Dire, attendez, si la situation ne s'améliore pas, nous, on prend les armes et on les flingue tous.
Parce que je veux dire, on veut, et d'ailleurs dans le livre de Paul, il y a un passage, alors là encore on ne peut jamais vérifier si c'est vrai puisque c'est anonyme, mais il y a quelqu'un qui se présente comme un analyste militaire du renseignement haut placé qui dit oui, on a des plans au cas où il y a une guerre civile aux États-Unis. On a modélisé, est-ce que les patriotes vont gagner contre les mondialistes s'il y a une guerre civile? Et il dit la bonne nouvelle c'est oui, parce qu'on a le contrôle des zones agricoles et on a les armes. Donc on arrivera à chasser on va dire tous les wokistes des villes, etc. On fera le siège, on les affamera. Mais le problème, c'est que si on fait ça, en fait, on va affaiblir les États-Unis et nos rivaux, que sont la Russie, la Chine et d'autres puissances, vont en profiter. Donc nous, notre objectif, c'est de réussir à nous débarrasser du mondialisme avec le moins de dégâts possible pour les États-Unis et le maintien de sa puissance. Donc Q permet de dire aux patriotes, il y a des gens qui s'occupent, on est conscient du problème. Gardez vos armes sous le coude parce qu'on peut en avoir besoin en cas de plan B, mais laissez-nous quand même faire le plan A. Donc voilà, et ça, de fait, ça a marché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus, ça a été de réinformer massivement. Je vous ai dit, il y a 30% des Américains qui aujourd'hui s'identifient à Q, ce qui est énorme. Ça a été le cas en France, c'est le cas dans le monde entier. Il y a des gens du monde entier qui se sont formés sur le mondialisme grâce à Q. C'est mon cas notamment. Et surtout, ça veut dire que Q nous a révélé aussi qu'il y a cette fameuse guerre de l'ombre contre le mondialisme, cette guerre dans les coulisses. Et il y a notamment un message très intéressant où Q dit la désinformation est réelle, les distractions sont nécessaires. Donc ça veut dire qu'il y a faites attention aussi parce que nous on joue aussi de la désinformation pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire il y a une guerre de l'information et on va faire des faux trucs pour piéger l'adversaire. Et il dit d'abord l'Arabie Saoudite, ensuite les États-Unis, puis l'Union européenne, l'Asie. Donc si on applique cette grille de lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que l'Arabie Saoudite est libérée en 2007 avec cette purge de Ben Salman, que les États-Unis sont en train d'être libérés, notamment durant ce deuxième mandat de Trump. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est Union européenne, Asie. Est-ce que c'est pas ça qui expliquerait, entre autres, la fébrilité de nos dirigeants et le fait qu'ils veulent accélérer le programme, parce qu'ils se rendent compte que Trump est en train de finir le boulot, et il sait qu'une fois que Trump aura fini le boulot aux États-Unis, il va concentrer toute la puissance des ressources. Vous voyez, c'est comme une fois que vous avez terminé sur un front, vous pouvez mettre toutes vos ressources sur l'autre front, ou un nouveau front. Donc le nouveau front qui va peut-être s'ouvrir, ça va peut-être être l'Europe. Et c'est peut-être pour ça qu'il commence à vouloir accélérer et aller à être prêt avant qu'ils se prennent le choc dans la tronche. Donc, alors une chose aussi importante, c'est, je vous citais tout à l'heure, la stratégie nationale de sécurité américaine. Il y a un passage que j'ai noté qui est quand même important. Il y a écrit noir sur blanc, nous voulons aider l'Europe à retrouver une confiance en elle civilisationnelle. C'est d'un intérêt, j'ai écrit, un intérêt critique et vital pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis considèrent que la protection de la civilisation européenne, en gros pour simplifier du wokisme et du mondialisme, c'est un intérêt critique et vital pour les États-Unis. Et ils disent un peu plus loin, nous devons absolument empêcher la déstabilisation de l'Europe dans le cadre d'un conflit ouvert avec la Russie. Donc ça veut dire entre les lignes que les Américains ne laisseront jamais éclater une guerre ouverte entre les puissances européennes et la Russie. En tout cas, ils feront tout pour pas que ça se produise. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors des fois, peut-être que j'anticipe sur certaines questions, des gens disent « Oui, mais attendez, vous êtes en train de nous présenter les États-Unis et Trump comme un sauveur, il faut quand même pas exagérer. » Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que, pour que les choses soient claires, il y a un ennemi global, qui est le mondialisme. Le mondialisme, il avait un projet pour la Terre entière, c'est-à-dire qu'il voulait aussi bien asservir les Américains que les Russes, que les Chinois, que les Français, que les Polonais, qui vous voulez. C'est une mafia transnationale, qui n'a pas d'allégeance. La seule allégeance, elle est à elle-même. Donc les grandes puissances, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, sont déjà les premières concernées, puisqu'elles n'ont pas envie de partager cette puissance avec cette puissance transnationale. Elles ont compris comment cette puissance leur a fait du tort par le passé, donc ils veulent s'en débarrasser. Et en faisant ça, je dirais, ils affaiblissent notre ennemi. Et eux ont les moyens de le faire, parce que quand vous connaissez les moyens de l'armée américaine ou des services de renseignement russes ou même des Chinois, ils ont des moyens qui sont même au-delà des moyens des Français ou même des Suisses. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ces grandes puissances portent des coups à notre ennemi qu'on ne serait pas capable de porter nous-mêmes avec nos petits bras.
Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de desserrer un étau, mais après, il faut être clair, je veux dire, eux, ils vont défendre leurs propres intérêts. Je vais vous donner un exemple très concret. Les États-Unis, ils ont un gros problème qu'ils doivent gérer, c'est qu'ils vont avoir l'effondrement du dollar. Enfin, c'est-à-dire que le dollar, tôt ou tard, va être terminé comme monnaie de réserve mondiale. Vous allez avoir la concurrence d'ailleurs des BRICS qui émergent. Donc les États-Unis, leur priorité, c'est d'essayer d'amortir leur déclin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont vécu pendant... Quand je parlais de De Gaulle qui parlait du privilège exorbitant du dollar, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les États-Unis finançaient leur déficit aux dépens du monde entier. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui finançait la consommation des Américains. Le dollar, ça servait à ça. Là, ça va être terminé. Donc les Américains, ils veulent soutenir leur niveau de vie. Trump, lui, il sait que pour être réélu et pour rentrer dans l'histoire comme un grand président, il faut qu'il défende le pouvoir d'achat des Américains. Bah, si en faisant ça, ils poussent l'Europe à leur acheter du gaz, qui nous pique nos fleurons industriels, qui fait passer ça, il le fait. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Les Chinois, pareil, si les Chinois attaquent le mondialisme, mais eux, ils veulent les routes de la soie, et que les routes de la soie, ça passe par racheter des terres agricoles en France pour être sûr que les Chinois aient du blé et du poulet, je veux dire, ils le feront. Donc, il faut pas être naïf par rapport à ça. C'est-à-dire que, certes, ils nous aident, je veux dire, voilà, ils attaquent notre ennemi, mais il ne faut pas penser qu'ils vont nous sauver et qu'ils ont nos intérêts à cœur. Les Russes défendent les intérêts des Russes, les Américains des Américains, et si nous, Français ou Suisses ou autres, on ne défend pas notre propre intérêt et que nous n'avons pas des élites patriotes comme l'avait fait De Gaulle, qui essayent de dire « mais attendez, moi je défends les intérêts de la France, nous aussi on a été lésés par le mondialisme, nous aussi on a combattu le mondialisme, donc on va aussi négocier aussi certaines choses », en fait, je veux dire, on ne sera pas respecté et ils vont nous bouffer, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs, oui, c'est déjà en cours. Donc, parce que, en fait, le problème qu'on a dans nos pays, c'est que on a des élites qui sont des traites, qui sont encore des élites vouées au mondialisme, et on n'a pas encore des élites patriotes qui sont en place, qui pourraient justement défendre notre intérêt à ce moment crucial, au moment de la négo. Donc, vous voyez, on est dans cette situation critique, et ce qui m'amène à la conclusion de cette conférence. C'est pour ça que c'est important déjà de faire ce travail d'éveil de la population, ce que vous faites avec Temisia Gioia, ces conférences, et avec cette nouvelle élite en fait que vous essayez de faire un peu sortir, d'avoir une élite patriote qui émerge, qui connaît les enjeux, qui connaît les dossiers, et qui va pouvoir se battre aussi bien en France qu'en Suisse. Et ensuite, ça peut ouvrir la discussion et peut-être faire le pont aussi avec la prochaine conférence que vous allez avoir sur l'avenir de la Suisse. C'est une fois qu'on est débarrassé du mondialisme, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais peut-être un peu choquer mes amis suisses, mais il faut quand même avoir conscience que, puisque je suis en Suisse, du rôle de la Suisse dans le plan mondialiste. La Suisse, c'est le bastion, c'est la forteresse du mondialisme. Ça, c'est très important d'en avoir conscience. La Suisse, vous savez que la Suisse a été pendant très longtemps un pays très pauvre. Il y a beaucoup de gens, notamment dans le nord de la France, moi je viens de l'Est, j'ai de la famille aussi dans le nord, beaucoup de Suisses sont partis, par exemple du canton de Neuchâtel, je connais des gens qui sont partis pour aller travailler dans les mines. Pendant des siècles, les Suisses étaient des mercenaires qui allaient dans toute l'Europe parce que la Suisse était très pauvre, et en fait la Suisse est devenue riche à partir, on va dire, du 19e siècle, parce qu'en fait elle a été identifiée comme ce bastion pour le mondialisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes les institutions qui vont aller s'installer là-bas, à Genève notamment. Les institutions, ça commence déjà avec la Société des Nations au début du XXe siècle, après la guerre mondiale. Vous allez avoir toutes les institutions supranationales. Vous allez avoir les grandes entreprises qui vont s'installer, leur siège, les grandes entreprises, notamment pharmaceutiques. Vous allez avoir la BRI à Bâle. Bâle et Genève, ce sont les deux grands pôles du mondialisme. En Suisse et même dans le monde d'ailleurs. Donc, en fait, pourquoi la Suisse, notamment, est aussi riche, aussi prospère et aussi sûre? C'est parce que les mondialistes sont là et ils veulent un pays qui est bien pour eux, où ils vont pas être embêtés. Donc, la question qui va se poser, c'est une fois que vous allez vous débarrasser du mondialisme, quel sera le projet pour la Suisse? Vous voulez plus être la réserve, la forteresse du mondialisme. Qu'est-ce que vous allez être? Qu'est-ce que vous allez défendre? Qu'est-ce que c'est la Suisse? Et ça, moi, je peux pas répondre à votre place. C'est au peuple suisse et aux Suisses de réfléchir à qu'est-ce que vous allez être. Et ça, je pense, c'est là. Et d'ailleurs, la question se pose pour la France. Hein. Moi, ça, je vais pas rentrer dans ce détail, mais la France, elle s'est construite, la France des 2 siècles et demi passés, elle s'est construite avec le projet révolutionnaire des Lumières. Là, on se rend compte que les Lumières, ça marche pas et que ça conduit à la mort, à la destruction. Donc, la France, alors moi, la solution que je propose, c'est que la France doit revenir au projet catholique et au projet de cité catholique. Donc, et ça, je peux vous dire que dans une France qui est complètement marquée par l'idéologie des Lumières et par la modernité au sens philosophique du terme, c'est pas gagné.
Et je pense que c'est probablement la même chose en Suisse aussi. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire en tout cas, c'est on va certainement pas, je pense pas répondre à ces questions de fond ce soir, mais ce que je peux vous dire, c'est que avec ce qu'a fait l'opération Q, ça nous a donné des outils, ça nous a donné des moyens de nous emparer, de nous reprendre, de retrouver notre souveraineté sur ces grands enjeux politiques. Et j'espère aussi que je vous ai expliqué aussi cet aspect spirituel extrêmement important. Et je pense qu'au milieu de toutes ces difficultés, il y a une chose sur laquelle on peut s'appuyer. Cette chose, c'est le Christ. Le Christ nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Eh bien, je souhaite qu'en cette année 2026, nous suivons la vérité, la vie, et que nous nous battions sur ce chemin. Je vous remercie. Infiniment pour cette conférence palpitante. Vraiment, je vous mets tout de suite un livre de côté, s'il vous plaît. Alors, il est temps de vous passer le micro pour des questions, pas de commentaires, s'il vous plaît. Vraiment des questions. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question un peu provocatrice. Les règles dictées du satanisme seraient que ces suppôts doivent annoncer l'obligation d'annoncer à l'avance les sévices et les infamies qu'ils ont l'intention d'infliger au bas peuple. Alors, ne trouvez-vous pas étrange, voire suspect que QAnon dénonce ou annonce certaines choses que les élites ont planifié de faire, ne se soit jamais fait attraper, n'a jamais réussi à l'identifier, alors que le mondialisme, l'État profond, la CIA, qui est un des bras armés, n'est-ce pas, c'est l'État profond, dispose de moyens considérables, sont quand même encore en train de décider des destinées du monde au jour d'aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de l'élection, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais réussi à identifier qui était QAnon et à l'arrêter? Vous trouvez pas ça suspect ou étrange? Alors non, pas du tout, parce que c'est une bonne question. C'est pas vraiment, enfin c'est une question qui n'est pas spécialement provocatrice, qui est une question logique quand on est un peu, on est un peu sceptique et qu'on a un esprit un peu curieux. Alors non, parce qu'en fait, si vous voulez, déjà, je pense que Q est une équipe. Donc c'est pas une personne, c'est-à-dire ce que j'ai dit dans la conférence, c'est une équipe, et je pense que ce sont des gens du renseignement. Donc déjà avec un niveau probable de protection et de sécurité important. Mais ensuite, je vous invite à lire le livre. Q est attaqué, c'est-à-dire le message de Q est extrêmement, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté en travaillant, déjà deux choses l'une, c'est que Paul raconte très bien dans le livre comment tout est fait pour pirater Q. C'est-à-dire qu'au début, Q, c'est quelques milliers de personnes dans le monde. Je veux dire, et c'est un cercle très restreint. Ensuite, après, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, alors je ne suis pas rentré dans le détail, mais vous me donnez l'occasion de le développer, c'est que en fait, ça devient populaire, ça touche des millions de personnes via QAnon, parce qu'il faut bien faire la différence entre Q, le Q originel qui poste de octobre à janvier 2018, et ce qui vient après, qui est QAnon, parce que j'en ai pas parlé dans la conférence, mais QAnon poste en gros de 2018 à 2022. Et en fait, le problème, c'est que QAnon, c'est du lard et du cochon, c'est-à-dire, oui, il y a 2-3 trucs intéressants, mais c'est beaucoup de choses, des choses délirantes, et ça a découragé beaucoup de gens de s'intéresser à l'opération Q. C'est-à-dire qu'en fait, le Q originel a été noyé dans une masse de QAnon. Et ça a culminé, et ça je l'explique dans la postface du livre, avec l'opération du 6 janvier, vous avez le fameux chaman QAnon qui déboule en disant « Q m'a envoyé ». Alors là, si vous vouliez décrédibiliser Q et faire passer ça pour un truc de dingo, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc moi, je fais cette thèse, qui m'a valu d'ailleurs des ennuis, parce que j'étais très attaqué avec ce livre, parce que moi je le dis clairement,
Je dis, en fait, QAnon est une opération de l'État profond pour décrédibiliser la source Q qui dit des choses vraies et intéressantes, et pour faire passer les gens qui suivent Q pour des cinglés, et manipuler la masse trumpienne jusqu'au 6 janvier pour les faire tomber dans la nasse. Donc vous voyez, il y a toute une opération psychologique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu publier ce livre et le témoignage de Paul Ferber, et même Paul Ferber est très attaqué. Je pense que si je devais faire je dirais un espèce de sondage, je pense qu'il y a peut-être entre 20 et 30% maximum des gens qui suivent Q qui pensent que Paul Ferber dit la vérité. C'est une position minoritaire. Et moi, j'ai même été plus loin. J'ai critiqué le général Flynn, qui est une espèce de vache sacrée pour 90% des gens. Et j'ai été attaqué. J'ai eu une campagne d'attaque contre ma personne pendant quasiment 1 mois et demi, voire 2 mois. Où, moi, je veux bien, vous voyez, vous me posez une question, moi j'y réponds, il n'y a aucun problème. Mais des gens ont été dire que j'étais un vendu, que j'étais un escroc, que j'étais un manipulateur, que j'y connaissais rien. J'ai eu des attaques, en plus, des gens qui se sont comportés à peu près comme les antifas. Je veux dire, qui venaient pourrir chacun de mes messages. Même encore aujourd'hui, j'ai des gens qui appellent des journalistes qui veulent m'interviewer quand ils savent que je vais aller sur la chaîne en disant n'interviewez pas Stanislas Berton, c'est un escroc, il y connaît rien. Donc vous voyez, c'est quand même que ça dérange. C'est-à-dire que quand vous parlez de Q de manière neutre, factuelle, en disant voilà, j'ai analysé, j'ai pris le temps d'aller voir, allez voir par vous-même, faites-vous votre avis, vous êtes encore attaqué, encore aujourd'hui. Donc moi je peux vous dire, voilà, allez, lisez le livre, faites-vous votre avis, mais je comprends totalement ce que vous dites, et moi-même, je me suis posé la question, même je me suis dit, mais Paul Ferber, je le connais pas, ça se trouve c'est un gars des services de renseignement, il dit qu'il est à Johannesburg, moi j'en sais rien. Vous voyez, moi-même je me suis posé toutes ces questions. Avant de m'engager, et j'ai passé quand même, avant de publier ce livre et de le traduire, j'ai passé quand même à peu près 4 ans à étudier Q, et à me dire, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est corroboré, etc. Donc voilà. Donc, c'est important justement de distinguer Q de QAnon. Oui, absolument. Exactement. C'est quand même, oui, exactement. Oui, tout à fait. Question ? Vous avez fait allusion, je pense, au fait qu'en 2020, ce qui semble avoir été une fraude électorale a empêché Trump de faire son premier second mandat, si on peut dire. En 2024, il a été élu sans aucun problème, alors qu'Obama avait annoncé que ça allait durer des semaines d'avoir un résultat. Comment est-ce que Q explique cela ? Comment se fait-il que les mêmes causes en 2020 et en 2024 ne produisent pas du tout les mêmes effets ? Et que se passera-t-il dans 4 ans ? Alors ça, c'est une excellente question que d'ailleurs je me suis posée assez rapidement aussi. Alors il faut refaire déjà un saut dans le temps. C'est que alors Q ne parle pas de ça. Q ne parle pas de 2020. Par contre, il parle de 2016. Et il dit en 2016 que Clinton devait gagner. C'est-à-dire que la fraude était en place pour faire gagner Clinton. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être à l'époque, moi je m'en souviens, les gens ont été sidérés par la victoire de Trump. Même, je crois, j'avais été frappé, l'ambassadeur français à Washington n'avait même pas prévu de lettre de félicitations pour Trump. Et si vous lisez Q entre les lignes, Q dit, il y a des gens, donc probablement dans le renseignement et dans les services armés, les forces armées, qui ont contré le piratage. Donc, et qui ont permis la victoire de Trump. Alors ça, c'est la première étape. Ça nous amène à 2020. Comment Biden peut passer en 2020 ? Alors là, il y a plusieurs explications. L'explication que je retiens, alors, qui peut sembler délirante, moi je suis convaincu aujourd'hui que la présidence Biden a été une fausse présidence. Je pense que Biden n'a jamais été réellement le président, alors soit parce qu'il y a des gens derrière lui qui le contrôlaient. En fait, si vous voulez, j'ai 2 hypothèses. J'en ai une vers laquelle je penche plus et une vers laquelle je penche moins. Il y a une hypothèse, c'est que Trump n'était pas en position de force pour empêcher la victoire de Biden, mais en fait de l'État profond derrière Biden. Et que plutôt que de déclencher une guerre civile, parce que l'État profond aurait déclenché une guerre civile en disant Trump est un dictateur, il a préféré avoir une présidence Biden avec un Biden en plus incapable de faire quoi que ce soit, qui aurait montré à tout le monde qu'en fait derrière Biden il y a quelqu'un. Ça serait plus efficace pour réveiller les Américains d'avoir cette présidence Biden bancale, que de pousser une guerre civile en disant non, j'ai gagné, je suis président. Ça, c'est une hypothèse, c'est pas celle que je favorise aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que en fait, la présidence Biden a été une fausse présidence et qu'en fait, Biden a été utilisé pour une chose importante, c'est de montrer aux Américains
à quoi ressemblerait une Amérique, je dirais, contrôlée par le mondialisme, c'est-à-dire avec en fait le début du projet qui se met en place. En fait, au dernier moment, on vous fait sortir de l'abîme en vous disant, vous voyez, on vous a comme un enfant, on va dire, on lui laisse se brûler la main, on lui dit, tu vois, ne mets plus tes mains sur la plaque. Et alors pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait, vous avez l'impression que Biden est contrôlé de A à Z. Enfin, je veux dire, je veux dire, ça se voit. Moi, j'ai suivi ça. C'est à l'époque où j'ai commencé vraiment à faire ce travail complètement à 200% tous les jours à suivre. Je veux dire, Biden, je veux dire, c'était pas lui. Enfin, il y a même des fois, on se demande si c'était vraiment lui, quoi. Je veux dire, vous voyez qu'il est coaché en permanence. Il y a même des moments. Alors vous dites ça, les gens vous prennent pour un fou, mais moi j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait du cinéma dans une autre vie, j'ai même fait des courts-métrages, je sais à quoi ressemble un plateau, je sais à quoi ressemble un décor. Il y a un moment, j'ai vu dans des bandes des informations, le bureau ovale était un décor de cinéma. J'ai même vu une séquence que j'ai enregistrée sur mon ordi où Biden ouvre la porte et la poignée lui reste dans la main. Et rapidement, le caméraman fait un truc qu'on fait dans les sitcoms, il lève la caméra pour pas qu'on voit la poignée qui tombe par terre. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et surtout, là, récemment, vous avez peut-être vu, en fait, Trump, vous savez, il a mis le mur avec tous les présidents. Et pour Biden, il a mis un autopen, il a mis vous savez, le stylo automatique. Donc ça, pour moi, pour les initiés, c'est une manière de dire, en fait, ce type-là n'a jamais été président. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un chef d'État qui passe, il le fait passer devant le mur en disant, vous avez vu comme j'ai dit Biden, là, avec son autopen Donc, je veux dire, là, ça commence quand même à être assez appuyé, si j'ose dire. Donc, et alors oui, aussi une dernière chose, c'est que réfléchissez aussi dans la stratégie globale. C'est-à-dire que l'objectif premier des États-Unis, j'ai un peu abordé ce thème dans la conférence, c'est d'éviter une guerre civile. Vous savez que le président des États-Unis, une de ses attributions constitutionnelles, c'est de maintenir the state of the union, c'est-à-dire l'état de l'Union. Il doit éviter que les États se séparent de l'Union. Donc Trump, il a une situation qui est quand même compliquée politiquement, c'est qu'il doit à la fois combattre le mondialisme qui fait tout pour diviser la société, et qui excite en fait les éléments les plus radicaux, et en même temps il doit il doit pas faire imploser les États-Unis. Donc moi je pense que la présidence Biden, c'est un moyen pour dire, regardez ce que ça fait quand vous avez un vieux débris, une espèce de folle qui ricade comme une cinglée. En fait, à la fin, Trump en 2024, c'est un candidat centriste, quoi. Je veux dire, en fait, Trump qui passait pour un mec complètement d'extrême droite, en fait, à la limite, je pense qu'ils ont des sondages internes. Je serais intéressé de savoir combien de gens qui se prétendent démocrates ont voté pour Trump en 2024. Je pense que c'est énorme. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « mais là, ça va trop loin ». Je pense qu'il y a peut-être 20% de fous furieux radicalisés qui ont dit « non, non, Kamala Harris, c'est génial, vive le wokisme, ouvrons nos frontières et tout ça ». Mais en fait, que la majorité des gens qui sont quand même pas complètement suicidaires, je veux dire, ont vu qu'en plus, voilà, Kamala Harris, enfin, je veux dire, vous la voyez 5 secondes, elle a été bourrée la moitié du temps. Enfin, je veux dire, c'était pas possible, quoi. Donc, elle ricadait comme une possédée. Enfin, je veux dire, si vous voulez, je pense que Trump, en fait, a fait ça pour se présenter comme un candidat modéré. C'est-à-dire que maintenant qu'on a eu l'expérience de mort imminente de Biden, en fait, on peut aller à Trump parce qu'en fait, Trump, c'est quand même pas si fou que ça, quoi. Et je pense que si vous vous placez dans la stratégie à long terme, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est la seule explication logique et qui serait cohérente en plus avec ce plan à long terme de l'ombre et du renseignement pour sauver l'Amérique. Voilà. Alors, prochaine question. Oui, tout au début, vous disiez que la première étape, c'était a eu lieu lors du changement MBS qui a extorqué les 500 milliards. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est en quoi c'est une première étape, parce que dans ma perception, MBS n'est pas particulièrement patriote. Quand on voit ces projets, j'ai l'impression que le peuple d'Arabie Saoudite est en train de trouver une souveraineté. Donc c'est là où je ne comprends pas exactement comment c'est une première étape. Alors, je n'ai pas assez détaillé, en effet, vous avez raison. Là aussi, c'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs choses. Et ça, alors, Q l'explique. Et moi-même, après, j'ai fait mes recherches pour confirmer ce que dit Q. C'est-à-dire que, déjà, il faut savoir que l'Arabie Saoudite contrôlait énormément
la vie politique américaine et énormément d'entreprises américaines. C'est-à-dire que vous avez notamment quelqu'un, le fameux Al-Walid Bentawal, c'était une des premières fortunes mondiales. C'est un gars, il avait, là vous connaissez certainement la banque Citibank, il était un des actionnaires principaux, il avait des chaînes de radio, des hôtels, des cinémas, enfin c'est un peu comme les Qataris en France, c'est-à-dire qu'il avait des billes partout, et il rinçait, en fait l'argent saoudien rinçait toute la classe politique américaine, républicains comme démocrates. Donc en fait, là, ils ont coupé le robinet. Et Q dit à un moment, voilà, on a coupé le fil des marionnettes et là, ils sont en panique. Donc, et ensuite, après, vous vérifiez, moi, parce que je fais toujours ça, je regarde ce que dit Q et après, je regarde s'il y a des correspondances dans la revue de presse, dans ce qui se passe. Et en effet, ça se passe. Et ensuite aussi, ce que dit Q, c'est que l'Arabie Saoudite, et ça aussi c'est vérifié, était une plaque tournante du trafic d'êtres humains, notamment des enfants. Donc il y avait énormément de choses qui transitaient par l'Arabie Saoudite, notamment par des containers, etc. Et Q dit, alors là on ne peut pas le vérifier, il dit rien qu'avec cette opération en Arabie Saoudite, il y a 3000 enfants qui ont été sauvés. Donc si vous voulez, vous avez, quand il dit qu'en fait c'est une brique importante, c'est les sources de financement d'une partie de la classe politique américaine, c'est un contrôle sur la vie économique de certaines entreprises américaines, et c'est le trafic d'enfants. Et je rajoutais aussi une chose, c'est que c'est l'ouverture à la dédollarisation, à la fin des pétrodollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez qu'avec l'émergence des BRICS, et vous avez notamment, je crois que c'était en 2024, vous avez une grande première, c'est-à-dire que vous avez des Saoudiens qui ont vendu du pétrole à des Pakistanais directement en monnaie chinoise. Ça, vous auriez fait ça il y a 10 ans, vous avez l'armée américaine qui fait toc toc, bonjour, soit vous revenez dans le rang, soit on vous bombarde et on vous rase Riyad, quoi. Donc je pense qu'en fait c'était une étape importante pour en fait mettre en place ce monde multipolaire. Il fallait que les pétrodollars, alors après je suis d'accord avec vous sur la partie, les mesures qui sont prises en Arabie Saoudite, et puis il y a aussi, j'ai oublié un truc important, c'est que le wahhabisme, l'idéologie wahhabite qui était exportée par l'Arabie Saoudite, ça Ben Salman a dit maintenant c'est fini. Donc il y a aussi un truc vis-à-vis notamment ça concerne la France, beaucoup vous voyez toutes les communautés dans les banlieues qui étaient excitées par ça, etc., avec l'argent qui tombait via la CIA et tout ça. Donc je pense que c'était vraiment une pièce maîtresse du dispositif. Et vous savez, il y a eu aussi ce qui donne du crédit à cette thèse, c'est toute l'affaire Khashoggi. Vous savez, Khashoggi qui a été kidnappé, il a été tronçonné dans le sous-sol de l'ambassade turque là. Khashoggi était un agent en fait qui faisait la soudure. Il travaillait pour les frères musulmans et c'était Et alors quelqu'un me l'a dit, je peux pas le vérifier, il m'a dit qu'il sait de source sûre de quelqu'un qui était dans les services de renseignement que quand Khashoggi s'est fait tronçonner dans le sous-sol là, Ben Salman s'est connecté sur Skype pour regarder ça en direct. Et qu'il a fait exprès que ça soit par Skype pour que tous les services secrets du monde puissent le pirater, parce que Skype, c'est pas sécurisé. Donc c'était une manière de dire, je suis en train de découper ce gars à la scie sauteuse et je veux que vous tous vous sachiez que je suis sérieux, quoi. Donc voilà, c'est les coulisses de la... Ouais, c'est pas... Il y avait le modèle de ville Oui, qui était très important aussi. oui, exactement. Mais apparemment, ça, c'est à l'abandon maintenant. Qui est suivant ici? Vous disiez qu'il y avait des architectures occultes franc-maçonnes à Washington et à Paris. Est-ce que vous pensez que Trump est franc-maçon ? Alors moi, j'ai eu cette histoire. J'ai vu déjà une vidéo qui circule, un truc avec du grain, où on le voit. En tout cas, toutes les sources que j'ai, tout ce que j'ai pu consulter ne me pousse pas dans ce sens-là. Après, il y a une chose qui est certaine, c'est que Trump a fait partie du système. Ça, c'est certain. Il faisait partie de la caste mondialiste. Sa famille est une famille mondialiste. Il a été initié, tous les coups qu'il a appris, enfin toutes ces techniques, il les a appris de Roy Cohn. Roy Cohn qui était un mafieux, qui appartenait à la mafia juive, qui était un avocat, qui était une ordure finie. Trump l'a reconnu, il a dit c'est mon mentor, il m'a tout appris. Mais Trump l'a reconnu, plusieurs fois il a dit j'ai fait partie du système et c'est parce que j'ai été dans le système que je connais comment ces gens-là fonctionnent. Alors moi la thèse que j'ai, et je m'appuie, ça j'en parle beaucoup dans le volume 4 des essais, moi ma thèse c'est que en fait Trump a été retourné, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette espèce d'état profond patriote qui existe depuis longtemps, qui était déjà sous Kennedy, qui était sous Reagan, et il existe la même chose en Russie, en Chine. Parce que d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un poste de Q. Vous me permettez de faire une parenthèse sur quelque chose d'important. Il y a un poste de Q où Q dit que parmi les grands mondialistes, les gens qui contrôlent les politiques, il dit que Poutine est contrôlé aussi.
Et que Poutine aussi a été libéré. C'est-à-dire que Poutine était tenu et ses attaches ont été enlevées. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'amuse quand je lis des gens qui disent, qui parlent que de Trump ou de Q, en fait, c'est incohérent. C'est soit Q ment, et dans ce cas-là, c'est pas Trump et c'est pas Poutine, ou soit Q dit la vérité, mais pourquoi on parle jamais de ce qu'il dit sur Poutine aussi? Vous voyez, donc c'est pour ça que je penche plutôt sur la crédibilité de Q. Mais moi, ma thèse que j'ai, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens de l'élite, je ne sais pas comment, ont été retournés à un moment. Alors comment ils ont été retournés? Est-ce qu'on les a fait chanter? Est-ce qu'ils ont fini par comprendre que ça allait trop loin? Moi, je pense qu'il y a une dimension spirituelle. Je pense qu'il y a aussi une intervention quelque part divine. Je pense qu'il y a des... En fait, je pense... Enfin, ça c'est... Je dirais là, on s'appuie moins sur des choses factuelles. Mais moi, je pense que Dieu n'allait pas laisser en fait le diable gagner et qu'il a par certaines personnes, que ce soit des gens qui changent de camp, il y a eu un moment des gens qui se sont retournés. Alors ça s'est pas fait comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des années, mais je pense qu'il y a aussi une intervention décisive qui est de l'ordre du surnaturel. Donc voilà. Mais en tout cas, Trump, je ne sais pas s'il a été franc-maçon. S'il a été franc-maçon, j'espère qu'après il est passé par tous les rituels d'exorcisme, etc. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Trump a fait partie du système, et il l'a dit. Et d'ailleurs, il suffit de voir comment il était mis en avant. Et moi, je vais même vous dire, là encore, c'est pareil, c'est plus une intuition qui s'appuie sur mon travail, c'est que je pense que Trump était gardé sous le coude pour être le candidat populiste qu'il est devenu. C'est-à-dire que, vous savez, le mondialisme, il a toujours plusieurs chevaux dans la course. Hein. Il a un populiste, il a un nationaliste, il a un catholique, il a toujours des gens sous le coude. Et je pense que Trump était prévu pour jouer ce rôle, mais qu'en fait, j'explique ça dans le volume 4, c'est-à-dire que c'est du judo, en fait. C'est-à-dire que les gens qui résistent au mondialisme ne peuvent pas attaquer frontalement le mondialisme parce que le mondialisme a trop de moyens, et ils ont utilisé cette stratégie de retourner à chaque fois le plan du mondialisme contre lui. C'est-à-dire, en fait, Trump avait été préparé peut-être dès sa jeunesse pour être potentiellement un jour ce leader populiste à la solde du mondialisme, et en fait, il devient un leader populiste, mais anti-mondialiste. Et en fait, les gars le découvrent au dernier moment. C'est-à-dire, ils pensaient peut-être que Trump était contrôlé, et d'ailleurs ça se voit beaucoup dans son premier mandat, plus du tout dans le deuxième. Mais le premier mandat, on sent qu'il est bien coaché, il y a plein de mecs autour de lui qui sont des mondialistes, et on sent qu'il n'a pas les coups des franches, et d'ailleurs il le dit aujourd'hui, hein, il dit « l'équipe que j'avais dans mon premier mandat, c'était pas vraiment celle que je voulais, maintenant je peux un peu plus faire ce que je veux, etc. » Donc je pense que, en fait, il y a eu cette espèce de basculement progressif. Et moi, j'espère, alors je ne sais pas si ça arrivera, mais j'aimerais bien, s'il y a vraiment des gens qui ont prévu un plan sur des décennies pour combattre le mondialisme et à chaque fois, chaque étape, le piéger, franchement, c'est les plus grands stratèges de l'histoire de l'humanité, quoi. Je voulais vous poser la question, il nous a fait tellement de bien, Trump, que ce soit envers l'OMS, envers le wokisme, envers, sortir, comme on dit, USA, et dernièrement de tous les grands organismes internationaux avec l'histoire aussi du faux climat. Mais l'histoire du Groenland, vous l'expliquez comment? Alors ça, l'histoire du Groenland, c'est loin d'être le plus compliqué. Vous savez, je vous ai parlé dans la conférence du tweet, du message de Q qui dit et si Trump se coordonnait avec la Russie, la Chine, etc. En fait, je pense qu'il y a eu un partage du monde, mais bien antérieur à Trump même, entre les trois puissances. En fait, les trois puissances, que ce soit la Russie, la Chine et les États-Unis, ont toutes été manipulées et attaquées à des degrés divers par le mondialisme. Ils ont tous un compte à régler avec le mondialisme. Et ensuite, ils ont compris, les gens, les élites du renseignement, savent que le mondialisme a toujours utilisé les guerres à son profit, en fait, de tourner les pays les uns contre les autres. En fait, le rêve du mondialisme, c'est d'une guerre entre la Russie et les États-Unis, même une guerre entre la Russie et la Chine, ou une guerre entre les États-Unis et la Chine. Donc je pense que, sachant ça, ils se sont mis autour d'une table, ils ont dit « Ok, on va pas tomber dans ce panneau, parce que clairement, ils veulent nous amener là. On est trois puissances rivales, ok. On va se débarrasser du mondialisme qui est notre ennemi commun, et ensuite on va chacun se prendre une zone et on va prendre ce dont on a besoin. Donc les États-Unis, vous avez besoin que l'Amérique du Sud reste votre précaré, c'est la doctrine Monroe, ok, pas de problème. Vous avez le droit d'intervenir, c'est ce qui se passe au Venezuela, et vous avez besoin d'avoir le Groenland pour des raisons stratégiques, ok. La Russie, vous voulez qu'on vous débarrasse de tous les problèmes que l'Ukraine vous pose depuis un siècle et demi, ok.
on ne va pas vous faire obstacle là-dessus, et vous voulez le projet eurasiatique, la grande union eurasiatique, ok, vous l'aurez. La Chine, vous voulez récupérer Taïwan, vous aurez Taïwan, vous voulez route de la soie, vous aurez route de la soie. Et ensuite, on continue à être rivaux, mais on joue entre guillemets à la régulière, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Venezuela, c'est un petit coup de griffe aux Chinois, parce que les Chinois, je vous rappelle que quand Maduro a été kidnappé, les Chinois étaient là le jour même, donc c'est une manière pour les Américains de dire, bah, vous avez voulu jouer dans notre cour, bah, regardez ce qui se passe, quoi. Et de la même manière, j'en parlais tout à l'heure avant la conférence, les Américains avaient un problème, c'est que avec Taïwan, c'est que toutes les entreprises vous savez, de puces sont à Taïwan. Et donc, en fait, les Chinois veulent récupérer Taïwan, bah, ça pose un problème aux États-Unis parce que c'est toute la dépendance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Donald Trump a dit, bah, vous allez faire venir des entreprises aux États-Unis. Il y a des entreprises, notamment, je crois, Intel va investir, il y a Nvidia qui va investir. Donc, en fait, c'est d'une pierre deux coups parce que c'est génial quand vous y réfléchissez. Les États-Unis vont enlever une partie de la capacité de production de Taïwan, donc ils sont plus dépendants de la Chine si la Chine récupère Taïwan. Et Trump peut dire, je crée des emplois et je réindustrialise. Donc, en fait, c'est tout le monde gagne. Les Chinois, ils récupèrent Taïwan, c'est ce qu'ils veulent. Trump perd sa dépendance stratégique et il dit, bah, moi, mon objectif, c'est de réindustrialiser l'Amérique et de donner du boulot aux Américains. Bah, comme les grandes entreprises vont aller créer ces usines aux États-Unis, bah, voilà, j'accomplis ma promesse. Donc, en fait, vous voyez, on passe d'une logique où le mondialisme s'est divisé pour régner, tout le monde se bastonne et les seuls qui gagnent, c'est les Rothschild en vendant des armes et en finançant les deux camps, à, en fait, tout le monde défonce les Rothschild et nous, on fait win-win entre nous, quoi. En fait, les seuls perdants dans l'histoire, c'est les petits pays qui vont être dans l'orbite de ces grandes puissances. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe pour avoir des gens qui défendent les intérêts de leurs États respectifs. Et l'éthique du monde, sauver quand même l'éthique du monde quand on ne bascule pas dans l'infamie oui. du wokisme et de oui, tout à fait. la criminalité, c'est la fin de la Terre. Hein, exactement, mais je pense que même au-delà de ça, vous avez tout à fait raison de le souligner, je pense que ce qui rejoint c'est toutes ces civilisations, c'est en fait, au-delà de la question religieuse, c'est la défense de la tradition et la défense de la vie, sous différentes formes, c'est-à-dire c'est essayer de soutenir la famille, c'est essayer de préserver les cadres culturels. Même la Chine fait ça, c'est-à-dire que la Chine, il y a plein de choses en Chine. Je veux dire, on va pas faire une vision teintée de rose de la Chine, mais par exemple, la Chine a pris des mesures assez conservatrices, mais il y a même des mesures qui sont prises en Chine. Je dis parfois pour rigoler, si un Cato Tradi était à l'Élysée, je pense pas qu'il prendrait des mesures aussi radicales que ce que viennent de faire les Chinois. Par exemple, peu de gens le savent, en Chine, depuis la fin de l'année dernière, en fait, la Chine a quasiment interdit de fait le divorce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez divorcer en Chine, déjà vous n'avez plus le droit de divorcer par consentement mutuel, et si vous voulez divorcer, vous êtes obligé de passer devant une commission où en fait l'État vous dit, attendez, est-ce que vous êtes bien sûr que vous avez bien réfléchi, vous avez fait ça? En fait, tout est fait pour rendre de plus en plus difficile le divorce. Il y a des choses qui sont... Alors, les États-Unis ne peuvent pas le faire au niveau global. Il y a des choses qui sont déjà en train d'être mises en place dans les États les plus conservateurs. Pareil, je crois que c'est le Kentucky qui a mis en place une mesure. Ah oui, il y a une chose en Chine qui dissuade beaucoup, c'est on dit, OK, vous voulez divorcer, et ben vous, en fait, il n'y a pas de pension alimentaire. C'est-à-dire une femme qui veut partir, elle doit se débrouiller pour vivre ensuite. Donc, je peux dire que ça dissuade un petit peu certaines candidates aussi. Les enfants, ils sont montés à 2 enfants au lieu d'1. Oui, et puis ils ont aussi fait ça. Enfin, il y a plein de choses. Il y a de soutien aux familles. La Russie met des choses en soutien aux familles. Enfin, vous voyez, il y a une politique pro-familiale. Donc, vous voyez, c'est vraiment la défense de la vie et le combat contre cette culture de mort. Ça va, Théo, pour le coup, je pourrais vous deux questions? Bien sûr, moi je suis là jusqu'à la fermeture du bar. Si, chef. Ah bah, en fait, déjà l'Union Européenne, vous parlez de l'UE ou de l'Europe? C'est pas la même chose. Alors si vous parlez de l'UE, de toute façon l'UE c'est une création du mondialisme. L'Union Européenne c'est le projet mondialiste. Je sais que la Suisse va être bientôt sollicitée, n'allez surtout pas dans ce truc-là. En plus c'est un navire qui est en train de couler. De toute façon l'Union Européenne, si ce qui se passe dans le monde est vrai, de toute façon, l'Union européenne va finir par disparaître. Voilà, vraiment, et le jour où ça se passera, il faudra déboucher le champagne, quoi. Je veux dire. Donc. Vous avez fini pour la question sur l'UE? Oui. Bonne question? Oui, bonsoir, merci pour votre présentation. Une question un peu plus
simple peut-être, on a parlé de symboles et tout ça, mais Q, mais pourquoi Q? On ne sait pas trop qui c'est, mais pourquoi Q? Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu le dire, faudra peut-être que je le rajoute dans les prochaines conférences, c'est vrai. En fait, Q, c'est très simple, et Q le dit lui-même. En fait, au départ, il se fait appeler Q Clearance Patriot, c'est-à-dire patriote avec une accréditation Q. Et en fait, l'accréditation Q, c'est l'équivalent du secret défense pour le ministère de l'Énergie aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est pas classé secret défense, c'est classé Q. Donc il y a ça. Donc en fait, c'est juste quelqu'un qui dit, voilà, j'ai une accréditation au plus haut niveau du gouvernement des États-Unis, voilà, simplement. Et les petits, parce qu'il y a toujours les petits malins ont quand même noté que la source Q, il y a un rapport encore avec la Bible, puisqu'il y a la source, il y a peut-être des exégèses biblistes qui savent que la source Q, donc le Q-Quelle, c'est le contenu des évangiles qui est commun à 3 des évangiles, je crois que c'est Matthieu, Marc et Luc. Donc en fait, si vous voulez, il y a un contenu, les évangiles ont des choses qui leur sont propres, et il y a des passages des évangiles qui sont communs à 3 évangiles sur 4. Et en fait, ça s'appelle la source Q. Donc c'est quand même intéressant. Question? Qui c'est qui souhaite prendre la parole? Moi, j'ai une toute petite question qui est en fait rejoint cette question. Je suis allée voir sur le site 4chan les formes de discussion que j'ai cherché. Et le nom des gens, donc c'est des gens anonymes, et puis c'est souvent une série de chiffres, etc. Et Q, ils signent vraiment Q? Non, alors, en fait, Q signe certains de ces messages. Il signe Q certains de ces messages. Il y a toute une archive que vous pouvez consulter en accès libre. Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant, répondre à la question de monsieur tout à l'heure. Aujourd'hui, sur Twitter, vous ne pouvez pas mettre des liens vers les archives de Q. C'est-à-dire, Twitter vous interdit de poster des messages vers Q. C'est assez intéressant, il y a une censure de Q. Le site est très simple, c'est QAlerts avec un S /app ou .app, c'est dans le livre. Donc vous pouvez retrouver ça très facilement, il y a toute l'archive de Q, vous pouvez les consulter par mots-clés, par ordre décroissant. Moi je vous conseille de commencer par les posts du début, parce qu'en fait, si vous allez voir, Q va vous mettre les derniers posts qui sont les posts de 2022. Donc en fait, je vous conseille plutôt de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton qui vous fait revenir aux ceux de 2017. Et donc vous pouvez les consulter, donc Q signe Q, et en fait Paul explique qu'en fait il y avait un moyen d'identifier Q par le code, et en fait au bout d'un moment en fait Q poste avec cette espèce de signe de suite de chiffres bizarres, et en fait au bout d'un moment il a compris, alors ça s'appelle du name fagging sur 4chan, en fait sur 4chan c'est très mal vu de s'identifier comme un utilisateur identifiable. En fait, les gens font exprès d'être anonymes. Mais de temps en temps, quand la situation l'exige, il est possible de mettre en fait un identifiant qui fait que c'est toujours le même, donc on sait toujours que c'est vous en fait. Et donc Q a utilisé ce système-là, mais en fait très peu de gens le font, parce que si vous le faites en tant qu'utilisateur lambda, tout le monde vous traite de PD en fait. Voilà. Non mais c'est comme ça sur 4chan. Hein. Donc plus personne vous écoute et tout le monde vous insulte. Donc, ouais. Vous dites que une des dernières publications de Q, ça date de 2022? Oui, c'est ça, oui. Donc il n'a rien publié depuis 2022? Non. Alors après, il y a plein de choses. Il y a des gens qui prétendent parler au nom de Q. Moi, j'ai une source alors ça aussi c'est intéressant parce que personne n'en parle. C'est-à-dire que, et ça c'est dans le livre, c'est le dernier chapitre du livre. En fait, Paul Farber était en contact avec Q, avec un membre de l'équipe de Q qui l'a remercié, qui a dit voilà. Et en fait, quand Q a été... Et avant, ah oui, j'ai oublié de dire ça. En fait, avant que Q commence à poster, donc on est en octobre 2017, une semaine avant, il y a une chaîne YouTube qui est créée par quelqu'un qui s'appelle Sébastien RLC, qui dit Q trouble coming to Washington, c'est-à-dire un problème en forme de Q va bientôt arriver à Washington. Et une semaine après, il y a Q qui commence à poster. Et donc en fait, cette personne-là contacte Paul Farber suite au piratage et lui dit voilà, est-ce que tu veux continuer à archiver ce que je fais? Et donc Paul dit en fait cette personne est probablement un membre de l'équipe Q originelle, en tout cas en lien avec elle. Et cette personne poste encore aujourd'hui. Elle a un compte sur Gab, qui est un réseau social un peu marginal. Voilà, moi je le suis et il poste des choses et souvent ce qu'il poste se révèle être exact. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent QAnon ou je sais pas quoi, en fait, qui n'avaient jamais entendu parler de Paul Farber, de Sébastien. Je suis le premier à en parler, et dès que j'en ai parlé, j'ai été attaqué, on m'a dit c'est pas vrai, c'est des imposteurs, etc. Donc moi, ça me fait un peu rigoler quand vous avez des gens qui prétendent être des super experts de la mort de Q,
qui n'ont jamais entendu parler de Sébastien, qui n'ont jamais entendu parler de sa chaîne YouTube. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui interrogent quand même. Je veux dire, en plus de la façon dont certains se sont arrogés un espèce de monopole sur le discours autour de Q, et dès que vous sortez de ça comme je le fais, en fait, ils vous tombent tous dessus en disant « Non, non, n'écoutez pas Stanislas Berton, il raconte n'importe quoi ». Alors qu'il y a plein de choses qu'ils ne vous disent pas. Voilà, donc... Pourquoi Q se serait tué depuis 2022 ? Aucune idée. Aucune idée. L'hypothèse. Bah, en fait, je pense que peut-être parce que le boulot a été fait et qu'il y a, en fait, il y a plus vraiment d'intérêt et qu'il y a d'autres moyens de faire circuler l'information. Je pense peut-être aussi, après, il y a eu le rachat de Twitter par Elon Musk. Enfin, vous voyez, maintenant, les canaux de diffusion sont, puis peut-être qu'il y a eu une montée en puissance, c'est-à-dire, enfin, regardez, mais vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de comptes, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, vous voyez que c'est des faux comptes qui font de la réinformation. C'est-à-dire maintenant, il y a une espèce d'industrie de la réinformation. C'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui se passe, enfin, regardez tous les matins, mais il y a de la même manière que vous avez l'AFP ou je sais pas quoi, qui vous donne les mots d'ordre mondialistes, vous avez entre guillemets les mots d'ordre dissidents. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une espèce de combat, mais à une autre échelle, j'ai envie de dire. Donc Q, c'était un peu artisanal. Maintenant, on est à un truc au-dessus. Voilà. Question encore ? Vous avez évoqué tout à l'heure le transhumanisme. À l'époque de Q, quand Q publiait, quelle était sa position ? Bah en fait, Q a jamais vraiment parlé de transhumanisme, mais bon, il a toujours dénoncé le mondialisme et il a clairement, il a pas, comment je pourrais dire ça ? Il n'a pas parlé, il n'a pas dit on va vous pucer, on va vous, mais enfin. J'ai pas de poste là qui me reviennent en tête, mais enfin, clairement, vous comprenez que Q n'est pas aligné sur le projet mondialiste, mais enfin, le projet transhumaniste, pas du tout. Je veux dire, ne serait-ce que par ses références chrétiennes, par ses... Alors après, le Q qui poste après, dont, je veux dire, en plus, il y a 3000 postes, donc je les connais moins bien que l'archive, mais je crois qu'en 2020, il y a eu des choses à propos du vaccin, je suis pas sûr. Il faudrait revérifier. Mais par contre, il y a une chose que je peux vous dire, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a eu plusieurs posts sur 4chan. Je vous ai dit, vous savez que 4chan, c'est tout. Hein, il y a le pire et le meilleur. Mais il y a eu plusieurs posts dès 2019 sur 4chan qui disaient il va y avoir un virus qui va arriver en 2020. Le virus en lui-même, c'est pas le plus grave, mais surtout, ne prenez pas le vaccin, parce que c'est le vaccin qui va vous tuer. Et ça, il y a des posts, on a des archives sur 4chan qui disent ça dès 2019. Et Paul Ferber a trouvé une archive encore plus ancienne qui date de 2015 où il raconte, alors c'est pareil, on peut jamais vérifier si c'est vrai ou pas, mais une réunion de 2015 à Londres, Londres c'est un des centres du mondialisme, où des gens planifient déjà une guerre entre Israël et l'Iran, et un des participants dans cette réunion dit « Dans les années à venir, la Chine va attraper un rhume ». On est en 2015. Donc, vous voyez, quand je vous parle de cette guerre de l'ombre avec des choses qui sont prévues très longtemps à l'avance, voilà. Donc, ça aussi, il y a aussi une chose, et peut-être je terminerai là-dessus, c'est l'humilité, parce qu'en fait, voilà, même si on fait de la réinformation, même si on fait le travail que je fais, il faut garder en tête que nous, on est vraiment en bas de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent à ces choses-là sur des plans, sur des décennies, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et voilà, il faut essayer, je terminerai là-dessus, il faut essayer, pour ne pas se perdre dans ces choses-là, de faire ce qui est à notre portée. On a des choses qu'on peut faire, ce que fait Michel avec Temisia Gioia, voilà, agir au niveau local, au niveau de la Suisse, les combats qu'il a menés en Suisse, les combats qu'on a menés dans sa famille, dans son travail, voilà, des choses sur lesquelles on a prise. Parce que des fois, on peut être tenté de se dire qu'est-ce qui se passe à Washington, qu'est-ce qui se passe à Moscou. Mais en fait, on n'en sait rien, c'est au-delà de nous. Par contre, ce qu'on fait aujourd'hui avec nos proches, ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, avec nos collègues, avec voilà, les gens avec qui on travaille, avec nos voisins, dans notre vie locale, dans notre pays, ça encore, on peut avoir une prise dessus. Et ça, je pense que c'est important. Et toujours la question spirituelle, ça aussi, voilà, la relation avec Dieu, prier, voilà, aller à la messe, tout ça, c'est des choses concrètes et qui dépendent que de nous.
Donc l'important, c'est toujours de se concentrer sur ce qui dépend que de nous et ce qui a un impact immédiat, sans pour autant perdre de vue, bien sûr, la vision globale. Merci beaucoup, on va conclure ici. Merci. Merci à vous. Je vous remercie infiniment, merci Michel de nous avoir invités. Stanislas Bertrand, moi c'est la première fois que je vous vois en conférence, et Dieu sait si j'ai vu défiler des conférenciers depuis 5 ans, mais je me suis franchement régalée. Donc merci infiniment pour votre clarté, pour votre honnêteté, pour votre courage et votre engagement. Merci. Merci beaucoup.